Je prends la parole pour OK. Je prends la parole pour commencer, cette rencontre. Merci d'avoir pris le temps d'être là et de partager ce moment-là avec nous et nos panélistes. Nous avons la chance de recevoir, aujourd'hui 2 personnes. Nos communications ont très bien fait le travail pour pouvoir vous les présenter en amont. Là, on va les voir, en vrai, comme on dit, en vrai virtuel. Et nous avons la chance d'avoir aussi Ma Camara qui va servir en fait de modératrice. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Ma, comme le profil, comme on l'a indiqué là, est une fille qui nous vient en fait du domaine bancaire. Donc, je pense que c'est un petit peu dans son domaine de faire ce type d'exercice-là. Elle s'est portée volontaire et on a beaucoup apprécié, on va dire, le temps qu'elle va nous accorder aujourd'hui, sa disponibilité. On va commencer par présenter donc nos panélistes. Ensuite, les questions qui vont venir, on va les prendre au fur et à mesure. J'aimerais en fait que toute personne qui prend la parole, s'il vous plaît, d'activer la vidéo. C'est toujours mieux de voir la personne qui parle. Et à ce moment-là, de fur et à mesure, là, on va voir comment ça va se dérouler la rencontre. Donc, moi, je souhaite encore une fois la bienvenue à tout le monde et j'espère qu'on va pouvoir euh, faire quelque chose de mémorable avec nos panélistes et notre modératrice. Voilà tout pour moi et je souhaite une bonne rencontre à tout le monde. Merci. Je te laisse Merci la beaucoup. parole, moi. Merci Alpha. Merci pour les indications aussi sur le déroulement. C'est bien apprécié. Bienvenue à tous à notre panel sous le thème de la Journée internationale de la femme. Cette rencontre a pour but de poursuivre les efforts du réseau Wali à promouvoir un espace d'échange, d'entraide, de partage d'expertise permettant à ses membres de saisir des opportunités et de s'exprimer à leur plein potentiel. Aujourd'hui, on célèbre la femme. Cette formule se veut ludique à travers une conversation, bien évidemment, remplie de partage et de vécu avec nos 2 panélistes. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter 2 femmes guinéennes au parcours inspirant que voici. Mariam Camara est développeur senior en intégration des données au sein d'Intact Assurance. Elle est aussi membre de l'équipe Data and Analytics, donc chargée de l'ingestion des différents domaines de données ainsi que de sa mise à disposition aux différentes équipes d'Intact. Quand on lui demande ce qu'elle veut ressortir de sa biographie, elle nous dit son côté aventurière et pleine de rêves, qui fonce même quand tout ne semble pas clair ou gagné d'avance, qui pense que sky is the limit. Qu'aime-t-elle faire dans ses temps libres? Des exercices, travailler à être une meilleure version d'elle-même, passer du temps évidemment avec sa famille et ses amis. Implication quelconque, oui, Mariam participe au réseau Women, donc qui permet de travailler le leadership des femmes et leur développement de carrière. Elle n'hésite pas aussi à s'impliquer à des participations promptes aux événements permettant de redonner à la communauté comme celui d'aujourd'hui. S'il y avait un mot pour la décrire, quel serait-il? Résiliente en tout temps, ne jamais lâcher quelle que soit la condition, tombe mais se relève toujours, stricte avec elle-même et s'amuse quand il le faut. Merci Mariama d'avoir accepté notre invitation et bienvenue parmi nous aujourd'hui. Ma deuxième panéliste est Fatou Diallo qui travaille pour CMHC. Elle est senior manager d'une équipe de data process First, où elle a su appliquer ses connaissances en analytique de la donnée et de sondage tout en développant son leadership. Avec un parcours atypique, car depuis plus d'1 an, elle est leader sans aucune expertise technique d'une équipe d'ingénieurs en bâtiment et d'architectes. Loin de la science de la data, elle continue de développer son leadership énormément. Son but, c'est de toujours montrer que ce n'est pas parce qu'on est une data spécialiste qu'on ne peut pas travailler dans un autre domaine. Elle continue donc de ramener la data dans tout ce qu'elle fait et nous confirme que la data, ça s'applique dans tous les domaines. Il ne faut juste pas donc se limiter. Quand on lui demande ce qu'elle aime faire, Fatou répond en toute authenticité avec un fou rire qu'elle n'aime pas beaucoup cette question parce qu'elle aime tout et rien en même temps, dépendamment de la situation. Encore plus drôle, la question qu'aime-t-elle faire pendant ses temps libres? Elle estime ne pas avoir beaucoup de temps libre pour elle-même. Elle est mère de 3 enfants, ce qui veut dire beaucoup de travail à la maison ainsi que des activités.
Implication quelconque, oui, elle est mentor pour futurs entrepreneurs et elle est entrepreneur elle-même car elle a une compagnie de consulting qu'elle a débuté et qu'elle développe tranquillement. Somme toute, elle aime les discussions autour du leadership, elle aime lire les choses qui l'inspirent tout en faisant le partage autour d'elle parce qu'elle aime partager et elle aime voyager mais n'a pas souvent le temps. Y a-t-il un mot qui la décrirait le mieux? De par mes échanges avec Fatou, elle n'aime pas trop être restreinte sous un mot. Par contre, j'ai longtemps hésité entre persévérance et résilience. Mais je m'enligne plus vers la résilience. Vous comprendrez pourquoi tout au long de notre échange. Vous aurez aussi le temps de vous positionner à la fin si vous le voulez bien. Alors, merci Fatou d'avoir accepté notre invitation et bienvenue parmi nous. Mes chères dames, si vous nous permettez, on va maintenant commencer le vif de notre sujet par une question. Si tu acceptes bien, Mariama, tu vas être ma première pour la première question. Okay. Que signifie la Journée internationale des droits de la femme pour toi? Merci beaucoup, Ma, pour déjà cette brillante introduction. Ça relate vraiment ce qu'on a échangé autour de mon parcours et ma personne. Merci beaucoup. Ça me touche. Et puis, j'aimerais tout d'abord dire bonjour à tout le monde. Bienvenue à tout un chacun. Et je suis, on va dire, très fière et très enthousiaste d'être aujourd'hui parmi vous. Wally Network, ça fait quand même quelques années, depuis ses débuts que j'ai entendu parler de ce réseau. J'ai déjà participé à une ou deux de ces activités. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant. Wally Network a toute sa place et bravo pour cette initiative. Je souhaiterais vraiment exprimer toute ma gratitude et mon humilité, en fait, de leur choix sur ma personne, parce que je sais qu'on est nombreux, même si on ne l'est pas, mais quand même, il y a plein de femmes courageuses et puis très brillantes et qui excellent dans leur domaine qui auraient pu participer aujourd'hui. Donc, je leur remercie, en fait, d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Donc, j'espère vraiment que je serai à la hauteur. Je suis vraiment heureuse, en fait, de participer à ce panel-là que je trouve dans l'ère du temps, que nous vivons principalement, qui est tourné, on va dire, sur la modernisation des infrastructures en tout genre, l'informatisation et la digitalisation de nos outils et de notre façon de travailler et puis d'interagir avec ce monde. Donc, c'est ça. Je suis honorée, en fait, d'être autour de la table avec des femmes aussi compétentes qu'inspirantes dans le domaine des sciences. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Merci, Ma, pour ta question. En fait, pour revenir justement à celle-là, pour moi, la journée, on va dire, de la femme est une journée très spéciale, on va dire, pour toutes les femmes du monde. Et que moi, personnellement, j'aborde, on va dire, en étant un peu mitigée. Donc, mitigée, tout d'abord, je suis très fière, on va dire, de voir vraiment cette génération de femmes que nous sommes, qui se battent et puis qui brillent sans demander l'autorisation de personne. Donc, qui aiment prendre la parole quand c'est nécessaire et se faire entendre. Je suis fière, en fait, de faire partie de ces femmes qui se démarquent dans tous les domaines d'excellence. Il y en a beaucoup. J'adore voir, on va dire, cette black excellence, en fait, au féminin qui prend sa place dans tous les métiers confondus parce que tout simplement, leur place est là. On n'a pas besoin de leur dire, voilà, prenez votre place. Leur place est déjà là. Elles essayent tant bien que mal à la saisir. Donc, effectivement, ça, c'est de très belles avancées à souligner, en fait, à mon sens. Merci à ces femmes et à ces hommes pour leur bravoure, qui se démènent, qui se battent au quotidien, en fait, afin de rendre cela possible. Donc, comme je disais au départ, je suis mitigée. Parce que, de nature rêveuse, j'aime bien à le rappeler que, en fait, je rêve de ce jour où on célébrera tout simplement l'humain, parce que les droits des femmes seraient déjà acquis, d'accord? Donc, parce que tout simplement, cette journée, en fait, on aura tout fait justement pour que ce soit l'humain qui soit au centre, parce que tous ces droits de tout le monde seraient déjà respectés et seraient déjà acquis. Donc, dans ce cas-là, ce ne serait plus la journée internationale des droits de la femme, mais ce serait la journée de célébration de l'humain avec un grand H dans toute sa dimension.
Donc, je rêve de ce jour où on célébrera en fait tous ensemble la réalisation, je dirais, de ce master stroke avec fierté, hommes et femmes, vieux et hommes, tout en se rappelant en fait tous les défis et tous les accomplissements qu'on a eu à faire tous ensemble pour arriver à ce niveau-là. D'accord? Donc, voilà, force aujourd'hui est de reconnaître que ce jour est encore bien loin devant nous. On a encore du chemin à parcourir, malheureusement. Pour justement citer, on va dire, une référence, j'aimerais citer en fait le rapport annuel du Forum économique mondial qui a été publié en 2022, qui stipulait en fait que l'allure avec laquelle on progresse actuellement, cela nous prendrait en fait 132 ans afin qu'on puisse en fait réellement atteindre l'égalité entre hommes et femmes. Vous imaginez 132 ans. Donc en 2018, il parlait de 202 ans. 2022, c'est descendu à 132, donc disons 60 et quelques pourcents de différence, ce qui est pas mal. Donc je pense que quelque part, si chacun faisait les actions qu'il était censé faire, on pourrait encore réduire ces 132 ans à bien plus bas. Donc, c'est ça. Il faut dire que 132 ans, autant dire qu'en fait, nous, on ne connaîtra pas ce moment-là. Non plus nos enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants, si Dieu le veut, right? So, donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai un peu du mal à apprécier, en fait, si tu veux, le fait que nos sociétés africaines ont cette tendance à résumer, parce qu'on revient à l'Afrique, on est africain, c'est notre source. Donc, ils ont cette tendance, en fait, à résumer les droits des femmes à cette seule journée qui est dédiée à cet effet. J'ai un peu de mal avec ça. Donc, dans ces occasions, vous voyez bien, il y a beaucoup de mamaya, des uniformes, c'est la joie, les gens passent du temps avec leurs supérieurs, il y a des billets qui sortent et tout ça, un petit peu pour calmer, on va dire, les ardeurs de nos mamans qui sont venues réclamer leurs droits. Je trouve ça tout beau, enfin, c'est magnifique, c'est un moment de célébration, mais moi, pour moi, ça devrait aller au-delà de ça. Donc, tous ces beaux moments passés ensemble, sachant bien que tous les jours, des petites filles se font violer, violenter, mariées de force à l'âge précoce. Des femmes subissent en fait des violences conjugales, des personnes qui sont censées les protéger. Des femmes peinent à atteindre des postes de responsabilité sans qu'elles ne reçoivent les avances de leur chef. Tant bien d'autres, enfin, tu vois, des filles qui sont comme dévergondées par l'égal de leur père, des femmes qui peinent à atteindre un certain niveau salarial que leur homologue masculin à compétences égales. Donc, c'est tellement de maux, en fait, subis encore de nos jours par des jeunes filles dans nos pays africains, en fait, en particulier, tout simplement pour leurs conditions physiques. Et je trouve ça trop injuste et déchirant, en fait. Donc, pour moi, une seule journée ne suffit pas pour adresser tous ces problèmes. Ça devrait en fait être une action conjuguée ensemble et de façon quotidienne. Chacun devrait y mettre du sien, right? Donc, une action continue. On devrait continuer dans la constance et dans le temps. C'est ça. Et puis, y mettre vraiment un travail sérieux. Il ne s'agit pas, le 8 mars, on sort, tout le monde est content, machin, et puis le lendemain, chacun retourne à ses affaires. Et puis, tu sais, il n'y a pas de réel avancement et que ces exactions continuent à se perpétuer sur des filles, malheureusement, qui n'ont pas choisi d'être filles. Quelque part, pour moi, je pense qu'on devrait chacun donner du sien. Donc, en tant que société, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement faire que cette femme se sente à sa place? Qu'est-ce que les familles font de leur côté pour justement éduquer de pair leurs garçons et leurs filles? On ne doit pas avoir de distinction dans cette éducation, right? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment du travail au quotidien. Et de l'autre côté, en fait, j'aimerais rappeler aux femmes qu'elles aussi, elles doivent prendre leur chance. Elles ne devront pas attendre, en fait, qu'on le leur offre sur un plateau. Elles doivent se traiter avec bienveillance en essayant de se tirer les unes et les autres, right? Donc, elles doivent être ce véhicule-là, en fait, du mot sororité qu'on entend dernièrement beaucoup, qui est la solidarité entre femmes. Donc, en s'entraidant, en évitant de s'écraser les unes et les autres. J'aimerais finir, en fait, par cette citation, si tu me permets, de Simone de Beauvoir, qui
une philosophe romancière militante dans le mouvement de libération des femmes dans les années 70, qui disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. On devient. Oui, tout à fait. Une belle Les citation. différences entre les femmes et les hommes ne seraient pas biologiques, mais culturelles. Et ça résulte en fait d'un apprentissage tout au long de la vie. Donc, pour moi, cette phrase a son pesant d'or et devrait interpeller chacun de nous. Donc, c'est ça. Merci Mariama pour ce beau partage et ce bel adage de Simone de Beauvoir. Je vais laisser Fatou rebondir sur la même question. Fatou, de ton côté, comment tu pourrais nous résumer en quelques mots la Journée internationale des droits de la femme? Merci à tous. Je suis vraiment très ravie et très honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Mariam a utilisé tous mes checkpoints là. C'est parfait. Tu ferais un bon résumé pour nous, Fatou, vas-y. Non, mais en fait, ce que je pense, c'est que, comme elle a dit, c'est une journée qui nous rappelle que le combat continue, right? Il y a toujours des choses qui se passent dans le monde qui ne sont pas normales. Et ce qu'elle a dit par rapport à j'adore, Mariama, que tu as ramené de la data dans tout ça, c'est génial. Mais du coup, tu m'as un peu découragée parce que moi, mon souhait, c'est que mes filles n'auront pas besoin de fêter cette fête. Right? C'est que ça devient tellement normal, et elles sont petites là, donc elles ont encore quelques années là, ça deviendra tellement normal que les droits de la femme et les droits de l'homme sont au même niveau, que c'est une fête juste pour nous rappeler ce que c'était, pour pas qu'on revienne dessus, mais pas pour nous dire encore qu'il y a toujours des niveaux où les droits de la femme ne sont pas. Je pense que l'éducation, elle a touché le mot sur l'éducation, je pense que c'est vraiment la clé, le gros message que je vais laisser à la fin de ma réponse ici, c'est vraiment l'éducation de nos garçons, l'éducation des filles, l'éducation des femmes, l'éducation de leurs enfants à eux aussi plus tard. Je pense que c'est vraiment ça qui va aider à changer. Parce que déjà, on voit avec la nouvelle génération, il y a plein de choses déjà qui font pas forcément de sens pour eux. Oui. Et donc, on voit l'évolution, on voit déjà qu'il y a un gros chemin. Et aussi, pour moi, la journée de la femme, ce que j'aime et ce que j'adore, c'est que les gens partagent de magnifiques profils. Ça, et je trouve que c'est tellement inspirant. Donc, c'est vrai, il y a encore des droits et tout, mais derrière aussi, on partage de beaux parcours, on partage des trucs qui sont vraiment inspirants et qui te donnent envie de changer, d'évoluer, d'être meilleur, right? Tout à fait. Donc, je pense que je vais terminer avec ça plutôt, l'éducation et puis le côté positif, vraiment, du côté partage de profil et inspiration. Oui, c'est bien ça. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. Un beau partage. Oui, on a évolué. Oui, il y a du progrès. Mais ce que j'entends par vous deux, c'est qu'il y a encore du travail à faire. On est tous un peu tributaires de cette contribution-là, hommes-femmes. On est nombreux sur ce panel aujourd'hui. Soyons les ambassadeurs de ce mouvement qui doit se faire en continu et qui ne devrait pas être le symbole d'une journée. Mais après cette journée, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les actions qu'on pose et puis comment on fait la différence au quotidien nous-mêmes en tant que parents, frères, tantes, sœurs, oncles, name it. Ça fait que merci, mesdames. Je vais rebondir sur la deuxième question. Si tu me permets, Fatou, je vais te laisser commencer. Le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes en sciences. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une question assez difficile. J'ai envoyé cette question à plein de mes contacts. Très bien. Des sœurs en sciences. Donne-moi des exemples. Ouais, donne-moi du stock. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai reçu pas mal de choses. Ça inspire quoi aux autres femmes? Aux autres femmes qui sont enceintes? Oui, tout à fait. La curiosité, la passion, l'analyse, investiguer, analyser, comprendre. Ça inspire aussi la normalité qui n'est pas forcément la normalité en sciences. Ça inspire aussi un monde d'hommes. C'est vraiment un monde dans les sciences pour les femmes. Et du coup, ça inspire aussi beaucoup de persévérance et beaucoup de résilience. Right? Il faut vraiment que tu te démarques, tu prouves que ta place est, que tu mérites ta place au sein de ce monde d'hommes. C'est un petit peu tout ce que ça inspire. C'est vraiment, est-ce qu'un jour ça va être normalisé? Je ne suis pas sûre. Est-ce que la femme en science, ça va être quelque chose de complètement normal un jour? Je ne suis pas sûre. J'espère vraiment que nos jeunes filles, que les futures générations vont s'orienter vers ça parce que ça t'ouvre énormément de portes et de potentiel. Mais ce n'est pas sûr parce que ce n'est pas encore normalisé. Ce n'est pas encore normalisé dans les écoles, ce n'est pas encore normalisé. Les gens ont un peu peur de l'abstrait, right? Et les sciences, c'est un peu de l'abstrait quelque part. Donc ils ont un peu peur de ça et du coup, les femmes ne vont pas forcément dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que le rêve, ce serait qu'un jour, ça devienne normalisé. Que tu n'aies plus un wow facteur quand tu entends une femme qui est en train de dire wow, mais
Mais au final, c'est un domaine comme un autre, right? C'est un domaine comme un autre où tu essaies de te perfectionner dans ce domaine-là. Ouais. Permets-moi de rebondir un peu sur ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire, tu l'as dit, là, c'est un domaine qui est dominant masculin. Est-ce que tu penses qu'il y a de quoi qu'on puisse faire pour justement l'exposer un peu plus à la gente féminine? Est-ce qu'on fait assez, est-ce qu'on pose assez d'actions au quotidien pour dire, ben, il n'y a pas de crainte, là, si tu es bonne dans les sciences, tu es capable d'aller en tant que femme? Parce qu'il y a comme un biais qui vient avec ça. Oh, c'est pour les hommes, on est convaincu que tous les ingénieurs sont des hommes. Comment on fait pour laisser tomber ce biais? Si j'avais approfondir un peu ta réflexion. Je dirais que c'est surtout au niveau de l'éducation, au niveau de l'enfance. Je pense que nos générations, nous, c'est un peu trop tard, là. Mais je pense que les futures générations qui s'en viennent, c'est déjà ramener des modèles inspirants. La représentation, la représentation de femmes noires en sciences, la représentation de femmes en général en sciences, elle est très, très limitée. Et pourtant, il y en a énormément. Mais on n'en entend pas parler. C'est aussi simple que ça. Les gens qu'on va voir dans les médias parler de science, ça va être des hommes. Ça va être plus souvent des hommes blancs et ça va être, donc c'est vraiment pas, alors qu'en science, surtout en data science, c'est énormément c'est très diversifié en termes d'ethnie et il y a aussi beaucoup de femmes africaines, femmes autres qui sont dans les domaines des sciences, mais ne sont pas représentées. Les enfants à l'école ne savent pas ça. Donc, je pense que ce qui peut changer, c'est vraiment au niveau de l'éducation, aller dans les écoles, parler de tout ça et montrer que c'est possible. Tu n'es pas obligé d'avoir un 20 de moyenne en mathématiques pour réussir pour aller en sciences. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de travail dans ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le travail est ouvert. Right? En sciences, les data sciences, c'est un domaine qui embauche énormément. C'est un domaine qui embauche. Tu n'as pas de... Moi, j'ai fini mes études en 2008, en pleine crise, et pourtant, de ma génération, on a tous eu du travail avant même de finir nos études, avant même de finir notre master 2. Donc, c'est vraiment un domaine qui embauche, qui recrute, qui cherche. Et donc, non, c'est ça qu'il faut encourager les enfants. Il faut leur faire savoir tout ça un petit peu, je pense. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Mariama, à Alimo, Alpha, avons-nous des questions de l'auditoire? Est-ce qu'on a des questions pour les panélistes? Non, pas de questions pour le moment. Pas encore. Je profite de l'occasion pour dire qu'ils peuvent lever la main, hein, ceux qui veulent poser une question, ou écrire aussi dans le chat. Les deux, ça pourrait fonctionner. Merci. Merci, Alpha. N'hésitez pas alors de lever la main ou écrire dans le chat. Mariama, je te redonne la même question. Les femmes en sciences, qu'est-ce que cela t'inspire? C'est une très bonne question, en fait. Pour y répondre, je vais commencer un petit peu par vous raconter une anecdote me concernant mon parcours, en fait. Donc, je me souviens qu'au lycée en Guinée, nous devrions être pas plus que 5% de filles dans ma classe, en 11e année sciences mathématiques. Et en fin de compte, arrivée en terminale, je me suis retrouvée la seule fille de ma classe. Donc, ça, c'était en Guinée. Arrivé en Tunisie, bon, nous étions un peu plus nombreuses, on va dire, mais très peu étaient vraiment enthousiastes d'être là, de par le sérieux qu'elles accordaient vraiment aux études. Et par la suite, je suis allée en France. C'était plus sérieux, on va dire, mais encore, nous étions vraiment très sous-représentés. Et puis, pour qu'en fin de compte, très peu se spécialisent en fait dans le développement informatique en soi. Donc, vous voyez bien que ne serait-ce que de par notre représentativité, tu vois, dans ces domaines de sciences et de technologie, on renvoie en fait une image à la jeune fille, à savoir que malheureusement, ce n'est pas une branche qui est faite pour elle. Parce que tout simplement, elles n'ont pas de modèle, elles n'ont pas de rôle modèle, elles n'ont pas, tu vois, de référence ou d'inspiration, en fait, dans ce sens-là. Donc, les femmes en sciences, justement, me rappellent qu'on est encore très sous-représentées, en fait, dans ces domaines de technologie et que quelque part, c'est pas... je rappelle un petit peu la phrase que j'ai envoyée à Wally en disant que femmes et technologie ne sont pas incompatibles. C'est juste, tu sais, on envoie souvent cette image, tu sais, de ce geek-là avec ses lunettes devant l'écran qui passe sa vie à coder, en fait, qui n'a pas de
de vie sociale ou d'interaction avec les gens, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'adore ce que je fais. J'adore être coquette quand il le faut. Je pense que tout le monde a sa place dans ce domaine-là. Il ne faut pas, en fait, être effrayé par ces stéréotypes, on va dire, ces préjugés qui sont uniquement dans la tête des gens. Il faut oser y aller. Il y a de quoi faire. Et puis, pour moi, ce n'est pas insurmontable. Vraiment pas. Donc, les filles doivent vraiment avoir quelque part ce courage-là d'y aller. Ou alors, ça devrait commencer en fait à l'école, par les familles, que les gens encouragent les gens. Moi, par exemple, de mon côté, je sais que très petite, je voulais être docteur, je voulais être médecin. Comme tout le monde. J'ai rêvé faire toute ma vie, en fait. Honnêtement, là, parce que j'étais souvent malade quand j'étais petite. Donc, fait que un jour, j'ai dit à mon père, papa, tu sais, c'est quoi, moi, quand je grandirai, je deviendrai médecin. Comme ça, quand je tomberai malade, je vais pouvoir me soigner. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, il était comme, OK, ma fille, si c'est ce que tu veux faire, je donnerai tout pour que tu le fasses. Et il s'est avéré que, arrivé au lycée, j'avais souvent des répétiteurs, merci à papa, à la maison, en fait. Et puis, mon prof de physique, quand j'ai intégré sciences expérimentales au lycée, vous savez bien, quand tu veux faire médecine, tu passes par les sciences expérimentales. Il y a mon prof de physique qui est venu en parler avec mon père, disant qu'écoute, ta fille, elle excelle dans les métiers de sciences. Pourquoi qu'elle n'irait pas là? Puis mon père a dit, vas-y, parle-en avec elle. Si elle veut le faire, pourquoi pas? Donc, il est venu m'en parler en me disant, écoute, en faisant les sciences, tu t'ouvres toutes les portes par la suite. Oui. Tu ne ferais, en fait, aller en sciences expérimentales, ça te dessine ton chemin à aller vers la médecine. Mais quand tu fais les sciences, ça t'ouvre plein d'autres portes que tu ne peux même pas t'imaginer. Si tu veux faire médecine plus tard, tu peux y aller. Donc, tu vois, ce monsieur a impulsé un petit peu mon cheminement. Voilà, ma carrière, entre autres. Et puis, c'est ça, je lui en remercie. J'arrête pas de parler de lui à chaque fois que j'ai l'occasion. C'est grâce à lui que je fais technologie aujourd'hui et je lui en remercie. Donc, on lui rend hommage encore aujourd'hui. C'est ça, il le mérite. Un beau petit résumé pour vous deux. Donc, éducation, d'exposer un peu plus le métier aux femmes, aux filles, à nos jeunes filles, de ne pas hésiter, d'oser aller vers ces domaines scientifiques qui donnent beaucoup d'opportunités. Fatou l'a dit tantôt, toi aussi, tu as un peu renchéri là-dessus, c'est que les opportunités sont là. Oui, c'est vrai que moi, c'est le stéréotype de parents, surtout africains, on veut que tout le monde aille en médecine, mais c'est ça, la science est large. Au-delà de la médecine, il y a beaucoup de domaines qui peuvent nous permettre de nous épanouir. Donc, on dit à nos filles, allez-y, osez, découvrez, puis on continue à les éduquer là-dedans, en ce sens. Parfait. On a parlé de la Journée internationale de la femme, on a parlé de la femme en sciences. Mais là, je ne saurais embarquer dans une troisième question qui, bien évidemment, qui aussi est un des topics qu'on entend beaucoup ces derniers temps, l'inclusion et la diversité. Donc, si je vous demandais, je vais commencer bien évidemment par toi, Mariama, parce que j'ai commencé tantôt par Fatou. Donc, si je te demandais, là, depuis tes débuts de carrière, est-ce que tu as vu une évolution à promouvoir, parler d'inclusion et de diversité? Clairement, c'est un contexte qui s'adapte plus à nous qui sommes ici dans les pays occidentalisés où on vit aussi plus cette réalité qu'en Afrique. Mais qu'est-ce que tu penses quand on parle d'inclusion, diversité? Tu sais, il y a beaucoup de publicité qui se fait aussi autour de cette journée-là. Tu sais, quand on parle dans les compagnies, on a vu les compagnies évoluer, surtout pendant la pandémie, vers des postes et puis des contextes d'inclusion, diversité pour ressortir un peu tous les efforts qu'ils font dans ce sens-là. Qu'est-ce que toi, tu as vu dans cette évolution de ton côté? Je dirais en fait qu'il y a des évolutions. Ça serait malhonnête de ne pas le dire. Ça se fait. On voit bien que quand on démarrait dans ce métier-là versus maintenant, il y a eu on va dire, de très beaux accomplissements qui se sont faits dans ce domaine-là. Il y a de plus en plus de femmes qui osent aller dans les métiers de sciences, ce qui est complètement louable. Les entreprises, ça se met à la tâche, disons. Ils prennent des actions et des initiatives justement pour encourager l'inclusion et la diversité. Je ne connais pas le cas de la Guinée, par exemple. Moi, j'ai toujours exercé à l'étranger, à l'international. Mais dans ces pays-là où nous vivons, disons que les responsables, la haute direction, prend les actions.
Donc, je peux donner le cas, par exemple, d'Intac où je travaille sans faire de publicité de ma compagnie, là. Mais vraiment, en parlant de fait, disons que Intac prend beaucoup d'initiatives et beaucoup d'actions dans ce sens-là. Donc, il y a des réseaux qui sont en place, tels que Women in Allies, qui sont là justement pour encourager les femmes à prendre les rênes de leur carrière, les encourager en fait à travailler sur leur leadership, en contact direct avec les chefs, justement à donner la parole justement on va dire aux personnes qui sont déjà arrivées à un certain niveau, de faire un partage sur leur parcours, justement comment ils ont fait pour arriver là. Voilà, justement pour aider les autres qui sont derrière, justement à aller dans ce sens-là. Il y a aussi le fait qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de très haute responsabilité, des postes de très haute visibilité, tels que tu vois, des seniors VP, des VP, des directrices principales, des architectes de solutions ou de données. Donc, tout ça, c'est très rafraîchissant de voir, tu vois. Enfin, je me dis que les changements des actions sont là en permanence, justement, pour pouvoir, on va dire, asseoir ces mots qu'on entend tous les jours, right? Tout à fait. Donc, je reçois un appel en même temps. Donc, c'est ça, c'est de l'espoir, ça donne de l'espoir de voir ça. Puis, on espère juste que cela continue, puis que chacun y mette du sien, justement. Merci, merci. Fatou, à toi de rebondir sur la question inclusion, diversité. On entend beaucoup. Est-ce que tu as vu une évolution de ce côté-là? Merci, Mariama, pour ton partage. Merci, oui. J'ai vu une évolution, oui, définitivement. Je pense que surtout en termes de diversité, pas forcément d'inclusion, parce que je pense que le mot inclusion n'est pas encore forcément compris, mais en termes de diversité, définitivement, ça c'est sûr. Là où j'ai toujours eu du mal, en termes pour le mot diversité, ça vient sûrement de mon background, mais j'ai jamais voulu qu'on m'engage parce que je suis une femme ou parce que je suis noire. C'est la diversité positive ou on m'engage pour ça. Et du coup, parce que derrière toi, tu te sens obligé d'encore plus prouver. Travailler 3 fois plus dur pour démontrer que tu as été engagé pour tes mérites, pour ton expérience, pour ton background, pour ton travail, et pas forcément pour ce que tu représentes. Right? Et j'ai toujours été le fait que tu as un quota de, OK, tu t'es engagé tel nombre de noirs, tel nombre de femmes, mais derrière, chaque noir est tellement différent. Like, tu ne peux pas généraliser et dire une femme noire A est la même que la femme noire B et qu'elle va travailler la même chose en termes de diversité dans ta compagnie. Donc, je pense que là où j'encourage beaucoup, c'est de focuser sur la diversité de pensée. Je pense que la diversité de pensée englobe toute ta différence en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant que femme noire, en tant que toute ta différence. Et c'est ce qui va faire que tu vas penser différemment, right? Toute ton expérience, tout ton background. Je pense que c'est là où le mot diversité a un impact et doit venir. Et l'inclusion, c'est comment rester authentique, rester soi-même, mais complémenter là où tu t'intègres, là où tu vas. Donc, ça veut dire mélanger les deux cultures, mélanger les backgrounds et comment ton expérience et ton background peut ramener une différence autour de la table. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'inclusion et je pense les gens travaillent dessus, right? On essaye vraiment, mais c'est vraiment compliqué. Je pense qu'aussi, il y a un problème d'inconscience bias. On a tous, je sais pas, tout à fait. Des biais inconscients. Oui, c'est des biais inconscients. Oui. On a tous ça, right? Aussi bien en tant que femme noire que on a tous et je pense que dès qu'on est conscient de ça, nous aide énormément à améliorer notre inclusion et notre diversité, right? C'est vraiment cette conscience des choses qui fait déjà un premier pas vers une meilleure diversité, une meilleure inclusion. Au sein des compagnies, au sein de la société, et on a énormément de problèmes systémiques. Je pourrais parler des heures sur diversité et inclusion, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais c'est très intéressant, le unconscious bias. Et ça vient dès l'enfance. L'inconscious bias, c'est quelque chose qu'on apprend dès l'enfance. Très tôt, oui, absolument. Très tôt. Et dans les pays européens ou dans les pays occidentaux, c'est énorme, right? C'est énorme. Même si les Occidentaux essayent de faire quelque chose très positif, ils essayent de comprendre, apprendre l'histoire, essayer de respecter un petit peu tout ça. Mais derrière, je ne suis pas sûre que c'est ça qui aide ça aide à améliorer les choses. Je pense qu'avoir conscience des choses permet de pouvoir justement s'améliorer et avancer dans la diversité et l'inclusion.
Merci, merci. Je pense qu'on a une question. Je vois Alimo, tu as une main levée. Oui, il y a un commentaire et puis une question. Il y a Fatimata qui dit « Je suis d'accord avec les deux pour montrer à nos filles que science et femmes, ce n'est pas incompatible, mais il faut qu'on les fasse de chez nous en Afrique, en Guinée, car c'est là-bas le problème. » Ça, c'est un commentaire. Et il y a Mamadou Bobo Silla qui demande aux panélistes quelles sont les écoles que vous avez chacune fréquentées en Guinée, tout en mentionnant les femmes enseignantes qui vous ont marqué dans vos parcours scolaires. Excellente question. C'est que mesdames, à vous l'honneur. Ben, écoutez, moi, je suis, on va dire, dans mon enfance, j'ai vraiment eu à beaucoup me déplacer. Et d'ailleurs, ça a continué jusqu'à dernièrement. Et ben, là, je compte m'installer. C'est bon, j'ai eu ma dose. C'est ça! En fait, quand j'étais plus jeune, mon père a eu souvent à être muté de ville en ville. Fait que j'ai vraiment beaucoup voyagé derrière lui. Ça m'a donné l'opportunité, en fait, de découvrir la Guinée profonde, ce qui était merveilleux. C'est ça, j'ai pas vraiment eu à asseoir une certaine base dans un lieu spécifique où j'ai eu mes amis, mes professeurs, que j'ai connus et puis par lesquels aussi mes frères et sœurs sont passés. C'est ça, donc c'était une expérience assez riche, une enfance riche, disons-le, mais c'est ça. Pour revenir à la question de notre ami, si tu veux, moi j'ai fréquenté beaucoup d'écoles. Donc, à chaque fois qu'on déménageait, il fallait déménager d'école aussi. Recommencer. Donc, il fallait recommencer. Est-ce que j'ai envie de toutes les citer? Je ne m'en rappelle même plus, là, parce que, tu sais... Mais si tu peux commencer au lycée, si tu dis le ça. lycée, J'ai fait Gekedou, j'ai fait Mandiana, t'imagines, à l'autre bout de la Guinée. C'est ça. Donc, j'en ai vraiment connu des écoles et des professeurs. Mais il y a une particulièrement... Bon, pour finir avec l'école, mon lycée, je l'ai fait à Bofa. Donc, au lycée Marianne Gouabi, c'est là que j'ai fait mes 3 années de lycée. Et puis, par la suite, j'ai enchaîné, en fait, à l'université Kofi Annan, une année avant de voyager pour l'étranger, en Tunisie, où je suis passée dans une université privée. Par la suite, la France, où j'ai fait mon master, en fait, à l'université... j'ai oublié le nom, c'est ça. À l'université d'Amiens, en fait, Jules Verne d'Amiens. Donc, c'est ça, j'en ai connu plusieurs. Puis, j'ai eu plusieurs professeurs et maîtres qui m'ont vraiment marqué, mais pour les femmes, j'en ai seulement eu une que je me rappelle encore aujourd'hui. C'est ma maîtresse quand j'étais au primaire. On venait déménager à Gekedou. Puis, c'est ça, elle a été ma première enseignante quand je suis arrivée là. C'était une dame très calme, mais très charismatique dans sa façon d'être, de se présenter. Et puis très likable aussi. C'est vraiment ça que je retiens d'elle. Elle était très douce et puis très charismatique en même temps. Donc, elle, j'en garde encore un souvenir vraiment clair de comment qu'elle était et tout. Puis, on s'entendait bien. Merci. Voilà. Merci pour ce partage. Merci, Mariama. Fatou? Pour moi, c'est un peu différent. Je n'ai pas grandi en Guinée, j'ai grandi en France, donc je ne vais pas citer d'école en Guinée. Mais si je dois citer, je pense, ma professeure au collège qui m'a beaucoup marqué, parce qu'elle a été très dans le support, très dans le « sois toi-même, ne change pas et fonce », très dans le positivité, très dans la canadienne, je disais très. Je pense que c'est vraiment elle qui m'a marqué dans mon enfance. Après, c'est beaucoup de professeurs hommes aussi qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance, surtout mes professeurs d'histoire. Parce que ce qui était intéressant, même si je n'ai pas grandi en Guinée, mais j'ai grandi... Mes parents, ils avaient des étudiants guinéens qui venaient à la maison. Et donc, quand j'ai commencé très, très jeune, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils venaient, ils parlaient de politique, et ils parlaient de culture. Et donc, moi, j'ai énormément... baigné là-dedans. Ouais. Donc, du coup, quand ensuite j'allais à l'école et que les professeurs d'histoire me parlaient de la colonisation ou des choses comme ça, moi, j'avais le lien qui était dans ma tête là et je répondais. Du coup, je parlais, je débattais avec les professeurs. Je leur disais, non, vous avez complètement faux, vous vous trompez dans l'histoire, etc., etc. Et du coup, ça m'a énormément marqué. C'est là où j'ai appris à débattre un peu, là, mais en même temps, ça m'a permis
d'avoir cette balance un peu dans mes études et dans mon aspiration plus tard, là, vraiment d'avoir ces deux mélanges de culture et de pouvoir évoluer. Mais c'est tout, c'est pas que des femmes, je pense que… Un mélange de tout, OK, parfait. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes qui vous ont influencé. Parfait, merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Alpha, Alimo, on est correct dans l'auditoire? Oui. Moi j'avais une question personnelle. Oui, vas-y, très rapidement. C'est le moment. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je reviens à nos panélistes parce que je voulais comme avoir leur avis là-dessus. Comme on dit, la vie est pleine de contradictions, on va dire. Parce qu'on disait tantôt qu'il y a comme une sorte de frein par rapport à l'évolution de la femme, on va dire, en général, que ce soit social, professionnel et tout ça. Mais à chaque fois que j'écoute le parcours d'une femme inspirante, que ce soit vous ou ailleurs, il y a quand même, j'ai envie de dire, soit l'impact, soit, comment je peux dire ça, une intervention quelque part d'une figure masculine, que ce soit le papa, que ce soit les professeurs, que ce soit… Donc, il y a quand même ça. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous pensez qu'on en est arrivé là où qu'on puisse avancer, il nous faut que les hommes fassent beaucoup plus ou parce que les femmes en font beaucoup moins ou moins? Bonne question. Je ne sais pas si ma question est comprise, mais c'est ce que je ressens à chaque fois que j'écoute des parcours féminines intéressantes, on va dire. C'était ma question. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. OK. Je vous laisse aller. Celle qui est plus prête peut y aller. Je vais commencer. Merci beaucoup pour la question. Tu sais, il y a la dicte ou le proverbe qui dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Oui. Moi, je dis derrière une grande femme, il y a un grand homme. On va le mettre comme ça. Je pense que les femmes qui évoluent, c'est parce qu'elles ont su s'entourer des bonnes personnes autour d'elles. Right? Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est des femmes aussi qui savent dire non, qui savent dire, look, non. Et ça, s'entourer des personnes qui sont croyantes, qui arrivent vraiment à les soutenir et à les élever. Oui. Parce qu'après, il y aura une question sur notre éducation africaine derrière. Right? Et l'éducation, une grosse part de l'éducation africaine, c'est que la femme est persévérante, mais aussi que derrière, comment tu dis ça, on est patiente. Right? On doit être patient, on est patient. Mais je pense que derrière, c'est vrai, il a raison de dire, moi, j'ai comme rôle modèle, j'ai mon père, j'ai mon mari aussi qui est derrière moi, qui me soutient énormément, j'ai ma mère aussi qui c'est l'écosystème, dans le fond, c'est ton écosystème de soutien. Exactement. Donc, je pense que c'est homme, femme, je ne regarde pas forcément ça, là, mais je regarde plus qui te soutient derrière. C'est qui t'inspire et qui te soutient derrière. Je pense que c'est vraiment ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, là, mais voilà. On a une main levée. Je vais laisser juste Mariama rebondir. Ouri, si tu me permets. Puis là, je te laisserai poser ta question. Vas-y, Mariama. Oui, en fait, moi, j'aimerais rajouter justement à ce que Fatou a dit. Donc, en gros, pour ma part, je dirais que les deux se complètent. Ce n'est pas parce qu'il y a un qui fait trop et puis l'autre qui en fait moins. Pour moi, qui ai grandi en Guinée d'un père intellectuel et d'une maman moins, je dirais que chacun a eu à jouer en fait sa partition. C'est sûr que sur le plan éducation, c'est papa. C'est lui qui était au devant de la scène. Mais dans les autres aspects de ma vie, il y a maman qui était là, qui s'assurait que tout fonctionne à la maison quand papa n'est pas là, qui s'assurait qu'on soit bien, qu'on se porte bien. Il y avait maman qui jouait ce rôle-là. Donc, oui, on va dire qu'on a pour rôle modèle, parce qu'on parle de l'éducation, de la science, de la progression de la carrière et tout ça. Pour ma part, un homme qui est mon père, parce que tout simplement, c'est lui qui avait fait des grandes études. Donc, fait que c'était plus lui qui avait cette capacité-là de m'impulser, en fait, à aller plus loin. Mais maman en a tout autant fait. Maman a été une femme merveilleuse. Enfin, c'est ma mère, je ne peux pas en dire le contraire. Oui, c'est ça. Mais cette générosité, tu vois, cette empathie, être là pour ses enfants, quelle que soit l'heure, maman était là. Fait que, tu sais, oui, les hommes sont là. Les femmes, je ne sais pas si elles en font moins ou elles devraient en faire plus. Je pense que chacun joue son rôle quand même très bien. Aujourd'hui, effectivement, le monde évolue. On est dans une configuration où les femmes vont de plus en plus à l'école.
Fait que je pense que quelque part, elles doivent aussi prendre le relais ou alors rajouter sur ce que les hommes font dans ce cadre-là. Donc, c'est ça. Merci, Mariama. On a une Merci, question d'Ouri. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Permettez-moi de remercier nos brillantes panélistes et notre modératrice aussi pour cette conférence qui jusqu'à présent se passe très, très bien. Donc, ma question est que parfois, quand on intègre un milieu dans lequel on se retrouve en situation de minorité, par exemple, femme en sciences ou une femme à la tête d'une compagnie, on peut parfois être porté à expérimenter ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire cette tendance psychologique à se remettre à question, à se demander est-ce que je suis légitime, est-ce que, même si par ailleurs on a toutes les compétences requises pour le poste. Donc ma question c'est, avez-vous déjà expérimenté à un moment donné de votre parcours un tel sentiment? Si c'est le cas, comment avez-vous fait pour le surmonter? Et sinon, quel conseil donneriez-vous à une femme qui serait prône à expérimenter ce genre de syndrome? Merci. Excellente question, Ouri. Merci beaucoup. Ça fait ouais, que... Je vais te laisser commencer, Mariama, comme tu as été la dernière à répondre. Vas-y. Yes, ça marche. Merci, Ouri, pour la question. En effet, c'est une brillante question. Ouais. Le syndrome de l'imposteur est toujours présent. Enfin, pour ma part, il est toujours là. Je suis une personne qui se remet en question en permanence. Je me pose des questions en tas tous les jours. Donc, c'est ça. Est-ce que... en fait, moi, dans mon cas, je ne m'identifie pas. Dans mon métier, en fait, mon blocage, ce n'est pas vraiment en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je postule ou que je m'en viens, je ne sais pas, dans une nouvelle équipe, ce n'est pas ce frein que j'ai. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ce que je peux avoir vraiment comme questionnement, c'est est-ce que, effectivement, je suis... Vu tout ce qu'on fait et tout ce que ça demande comme implication, comme compétence, j'en viens toujours à me poser la question, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je connais tous ces éléments-là me permettant justement d'exceller dans mon poste? Donc, une fois que je me suis posé ces questions-là, j'en viens justement au point que, tu sais, je dois aller chercher ce qui me manque. Est-ce qu'il y a un outil, on va dire, que je ne connais pas, que je devrais commencer à apprendre dès maintenant? Est-ce qu'il y a une aptitude qui me manque, que je devrais travailler un peu plus? Donc, oui, des remises en question, ça se fait en permanence et c'est ce qui permet, en fait, quelque part, d'aller chercher ce plus qui me manque pour mériter ma place. Ouais. Pour me dire que je mérite ma place, effectivement. Donc, je pense que le syndrome de l'imposteur, on le décrit souvent comme étant négatif, mais pour moi, il n'est pas si négatif. Si, à un moment donné, tu te mets en retrait, tu te poses les bonnes questions et tu agis. Tu agis sur tes faiblesses, justement, pour arriver à satisfaire toutes les conditions de son poste. Parfait. C'est une bonne réponse. Merci, Mariama. Fatou, je te relance la balle. C'est cette même question. Très belle question, une très belle réponse, Mariama aussi. Dans mon cas, en fait, le syndrome d'imposteur a commencé depuis l'enfance, parce que je suis dyslexique, donc je ne sais pas si les gens savent c'est quoi la dyslexie, mais en gros, je suis écrire qu'à l'âge de 14 ans, je ne sais quasiment pas lire, donc c'est vraiment, ça c'est les faiblesses, mais il y a quelques années, j'ai appris les bonnes choses. Les bienfaits, le super power, comme j'appelle là, mais avant, surtout dans mon enfance, c'était vraiment, le syndrome a commencé très tôt, right? Donc du coup, je me battais 3 fois plus dur pour arriver à avoir une moyenne générale qui convenait, là, qui était potable, entre guillemets. Et donc, du coup, le syndrome d'imposteur a commencé, un syndrome ça a commencé très, très tôt. Ensuite, arrivé à l'université, c'est la même chose. Je suis allée en statistique. À la base, je devais aller en psychologie. Je voulais aller en psychologie, mon baccalauréat en biologie et technologie. Et puis, tu as ma mère qui me dit psychologie pour un noir, une femme noire. Les noirs, ils vont te marabout, les blancs vont penser que tu es un marabout. Oublie. Mon Dieu. Bon, l'analogie. Je vais aller en mathématiques. Et je suis allée en mathématiques, mais c'était à un autre niveau. Right? Je venais d'un bac technologie. Mathématiques, c'est mathématiques générales. Donc, c'est vraiment, ça m'a pris quelques années de réussir mes diplômes, entre guillemets. Mais du coup, le syndrome, il a toujours été là. Mais j'aime ce que Maria m'a dit parce que c'est vraiment ça.
ça te permet de te remettre en question et de poser les bonnes questions. Dire, OK, dans quoi vraiment je suis bonne? Dans quoi je ne suis pas bonne? Dans quoi je dois me focuser? Est-ce que je me focus dans ce que je ne suis pas bonne, moins bonne? Ou est-ce que je me focus avec force et je développe encore plus mes forces pour être vraiment la meilleure dans ce que je fais ou vraiment, en tout cas, être fière de ce que je fais at the end of the day, à la fin de la journée. Et je pense que c'est ça que le syndrome de l'imposteur m'a permis d'apprendre tout au long de ces années, c'est que you don't give up. Je ne sais pas comment on dit ça. Yeah. Tu lâches pas. Ouais, tu lâches pas. Ouais. Et même si derrière, tu as une barrière, tu passes au-dessus de cette barrière et tu passes à autre chose. Mais tu te poses toujours les questions derrière. Ça, je pense que ça, c'est un signe d'un leader, right? C'est vraiment de se poser les questions, de continuer à apprendre. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à un certain niveau dans notre vie ou à un certain niveau dans notre carrière qu'on ne peut pas apprendre. On doit être humble dans ça, là. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Et Mariam, elle a complètement raison. C'est vu de façon très négative, mais moi, je le vois de façon... C'est correct de se poser les questions. Au contraire, si tu t'en poses pas, c'est que tu n'évolues pas, c'est que tu n'as pas conscience des choses et conscience de ton environnement. Et là c'est problématique. Right? Donc, non, j'aime beaucoup la question. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, excellente question. Merci on a à trois vous mains pour levées. Oui, vas-y. Oui. Oui, merci. On a 3 mains levées. Alimo, tu peux m'aider? Je ne sais pas qui a levé en premier. Et puis, je voulais rebondir sur la réponse de Fatou après. Je vais vous laisser aller. En fait, on va laisser à Christina la possibilité de poser sa question, je pense. On va laisser les femmes. Oui, merci. Merci à vous. Vas-y, Christina. Je pense que tu es sur mute. Oui, elle est mute. Oui, c'est ça. On ne t'entend pas. Si tu poses la question, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, en effet. Oui, on l'entend pas. À supposer qu'elle nous entende. Est-ce que tu veux écrire la question? C'est parce qu'on ne t'entend pas. Si tu veux l'écrire. Et puis, en attendant qu'on entende, je veux juste rebondir sur le bout. C'est un très beau partage, un moment que quand même Fatou nous a donné accès à son intimité. Je vais rebondir là-dessus. Tu as parlé de dyslexie. Comment tu as fait justement pour évoluer dans ta carrière? Aujourd'hui, tu es quand même un leader dans ton domaine. Tu as un rôle de gestion. Comment tu as fait pour naviguer et te sentir bien? Est-ce que c'est juste cette remise en question perpétuelle ou tu t'es outillé d'autres éléments pour pouvoir grandir en tant que personne avec une dyslexie? Parce que c'est très fort ce que tu viens de nous partager. Je ne veux pas perdre ce momentum. C'est gentil. En fait, toute mon enfance, mon père m'a toujours dit, oublie là où tu es faible, focus là où tu es faible. Donc, si tu as 0 en français, mais tu as 20 en maths, ça te fait un 10 de moyenne. Et il était correct avec ça. Oui. Ne demandez pas d'être parfaite dans tout, d'être bonne dans tout, mais vraiment d'être bonne, là où je suis bonne, d'être vraiment la meilleure, d'être vraiment bonne dans ce domaine-là. Je pense que ça m'a donné une façon de penser qui est différente. Ça m'a permis de ne pas focus sur ma dyslexie et dire, OK, je ne sais pas lire, on passe à autre chose. Et vraiment d'évoluer là-dessus. Mais je pense que le momentum au niveau de ma dyslexie, c'est quand j'ai commencé à lire dessus. Donc, pour moi, ça a toujours été mon fardeau. Ça a toujours été, je passe au-dessus, j'essaie de me développer dans d'autres domaines, dans d'autres choses où je suis vraiment bonne et j'oublie le côté lecture ou le côté écriture. Mais quand j'ai commencé à avoir des enfants et que j'ai commencé à avoir des difficultés à leur niveau, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir des magnifiques livres où ils parlent de l'avantage d'être dyslexique. C'est quoi ton superpower, right? De penser différemment, de penser big, de connecter les choses facilement. Et je dis, OK. Et là, ça a fait un vrai switch dans ma carrière. Et un vrai switch dans ma façon de voir les choses et de OK. Maintenant, j'en parle. Avant, j'en parlais pas du tout. Il y a plein d'amis qui étaient avec moi à l'université qui savent pas, qui se demandent aujourd'hui là. Mais aujourd'hui, j'en parle la tête haute et vraiment, j'en parle pour aider les parents qui ont des enfants. Oui, tout à fait. Qui sont dyslexiques et leur dire, look, c'est possible. Je ne suis pas une star là comme, il y a plein de stars qui sont dyslexiques comme Tom Cruise et autres là. Donc, je ne suis pas à ce niveau-là, on est vraiment au niveau de terre à terre. Mais c'est possible. Like, tu peux faire des études. Tu peux, à partir du moment où tu dis à ton enfant, tu n'es pas bon dans ça, c'est correct. Sois bon dans ça. Oui. Cherche dans quoi tu es bon et performe dans ça. Sois le meilleur dans ça. C'est vraiment cette philosophie-là de mon père quand j'étais enfant qui m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui... Non, il était bon. C'est bon. Il est bon. On a Dieu merci. Mais je pense... Merci pour ce beau partage. Il y a Christine qui est revenue, je pense. Oui, désolée, est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend très bien. Oui, Parfait. Désolée. Alors, bonjour tout le monde. Ravi de vous découvrir et de vous entendre, mesdames. Alors, j'avais une question concernant l'inclusion. Je pense qu'un peu plus tôt dans la conversation, l'une de vous, je ne sais plus laquelle, désolée, mentionnait entre autres le fait que, faisait référence entre autres au fait qu'au niveau inclusion, on pouvait mieux faire de façon générale. Et donc, ma question porte sur l'inclusion, justement. J'aimerais savoir, il y a comme 2 volets à la question. Alors, sentez-vous à l'aise de soit aborder les 2 volets ou l'un des volets? Donc, la question que j'avais pour vous, c'est est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous faites, vous, pour créer de l'inclusion, ou à défaut, partager si vous avez une expérience où quelqu'un vous a, like, made you feel included, vous a fait vous sentir inclus, spécifiquement dans le domaine des sciences, vu que c'est votre domaine de prédilection. Merci. Merci. Merci, Christina, pour la question. Je vais vous laisser aller, mesdames, celles qui se sentent plus prêtes. Par ordre comme ça, par mémoire, je ne me souviens plus de laquelle avait plus pesé, mais je vous laisse aller avec votre feeling. Allez-y, mesdames. Ben, si je peux me permettre, à sa question, à savoir qu'est-ce qu'on fait au quotidien, justement, pour qu'il y ait inclusion. Pour ma part, je veux dire, ben, vu que on est en minorité, on veut pas, non seulement parce qu'on est femme, mais au-delà, on est noir. Donc, doublement en minorité, fait que la problématique, elle est là en permanence. Donc, même si tu veux faire abstraction à ça, à un moment donné, ça pop-up et puis tu n'as pas le choix. Donc, c'est ça. Ben, l'inclusion, je pense que chacun devrait se sentir où il est et se sentir bien où il est. Il ne faut pas forcément attendre à ce que les gens te donnent cette permission-là. Moi, par exemple, si je m'en vais au bureau et que quelqu'un me fait de quoi de travers, je t'appelle et je te dis, écoute, mon gars, là, ça ne marche pas. J'ai vécu des situations comme ça où, moi, j'évite vraiment de tout ramener à ma condition de femme. Honnêtement, là, c'est vraiment un combat que je fais sur moi-même, un travail que je fais sur moi-même parce que je n'ai pas envie de réduire ma personne à ce statut-là. Je suis une personne… Pour ne pas te victimiser aussi. Là, je ne veux pas, j'aime pas me victimiser. Je peux recevoir des coups durs, je vais me sentir lamentable en 2 jours. 3e jour, moi là, tu me vois là, tu n'as pas l'impression que c'est moi qui vivais ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'aime pas me plaindre, j'aime pas être dans cette peau-là de victime permanente, sans fin là. J'aime me sentir bien où je suis. Quand je ne me sens pas bien où je suis, je sors de là. Et quand je dois vraiment être où je suis et que quelqu'un me fait de quoi de travers, je t'appelle et je te dis. Et si ça ne fonctionne pas, je remonte le point. J'ai vécu ça, je voulais dire, dans le sens où je m'en viens sur un projet, tout va bien, et puis à un moment donné, il y a un autre qui arrive, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, je l'avoue, il était très compétent. On se retrouve dans un scénario où c'est lui qui se ramassait tous les beaux projets à grosse visibilité. Écoute, mon gars, à un moment donné, ça ne marche pas. Tout le monde a sa place ici, OK? Si tu sais mieux faire que les autres, tant mieux. Ben, vas-y pour des postes de haute responsabilité, tant bien que cela te fasse du bien. Mais je veux dire, du moment où on est dans la même équipe et que chacun devrait se sentir à sa place, chacun devrait avoir son projet. Chacun devrait avoir sa place, OK? Si ça ne fonctionne pas, il faut remonter le point. Donc, je pense qu'à mon niveau, c'est comme ça que j'agis, justement pour que l'inclusion soit là. Après, oui, des esprits belliqueux, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui vont faire de sorte que tu te sentes mal. Écoute, mon gars, out, right? Tu n'as pas, en fait, je veux dire, à un moment donné, tu n'es pas mon centre d'attention. Si toi et moi, la personne et moi, on n'a pas, comment dire ça, ce bonding ensemble, je m'en vais vers d'autres personnes. C'est comme ça que je fais au quotidien. Parfait. Donc, j'entends de ne pas hésiter de prendre sa place, bien la prendre, bien évidemment, pas trop, mais de ne pas hésiter aussi de nommer ses inconforts par ta réponse. Il faut les nommer. Il faut absolument les nommer. Si on veut justement que ça, à un moment donné, ça évolue positivement, il faut absolument qu'on le nomme. Parfait. Merci. Fatou? Merci beaucoup pour la question. C'est une très, très belle question. En fait, le fait que je sais que j'ai une personnalité qui peut clasher facilement, quand j'arrive dans une nouvelle équipe, j'essaie d'avoir des discussions autour des personnalités. Parce que pour moi, ma personnalité est tout mon background.
C'est pas parce que je suis une femme noire que je parle fort, parce que c'est parce que c'est ma personnalité, c'est mon background. Donc, par exemple, j'encourage souvent de faire des trainings sur le disque. C'est des trucs de communication où tu vois vraiment que en fait, la différence vient par ton style de communication et pas forcément par tout ton background derrière. J'essaie de partager beaucoup mon expérience. J'essaie de rester authentique et d'encourager l'authenticité. C'est comme ça, en fait, que j'essaie d'avoir cette inclusion un petit peu plus poussée. Et aussi le mot, c'est vraiment discuter de, OK, pour toi, qu'est-ce que l'inclusion? Pour moi, inclusion, c'est ça, ça, ça. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ensuite, on va voir nos différences et nos ressemblances en termes de comment on définit le mot même à la base. Parce que, je ne sais pas si tu remarques, même dans le travail en règle générale, les mots, la perception des mots est très différente en fonction des personnes. En fonction de ton background, en fonction de ton vécu, c'est très, très différent. Donc, du coup, juste poser cette question-là par rapport à comment toi tu définis l'inclusion, comment moi je définis l'inclusion, et où est la limite entre ton respect à toi et mon respect à moi. Juste avoir ce genre de conversation aide déjà à être plus inclusif. Un de mes rêves, c'est de devenir un leader inclusif. Ça fait partie de mes goals cette année. Oui, c'est bon. Développer, j'essaie de faire des trainings, vraiment de bien me renseigner sur tout ce qui se passe autour de moi, là, mais c'est vraiment un de mes goals. Je veux que demain, on dise, c'est un leader inclusif, parce que j'ai pu être moi-même au sein de l'équipe. Oui. J'ai pu vraiment ramener ma personne et mon truc, et que les gens respectaient ça, parce qu'ils me comprenaient. C'est le mot respect, j'adore le mot respect, en même temps, je trouve que le mot respect est utilisé trop facilement. Pour moi, tu me diras que tu me respectes le jour où tu me comprendras. Tu comprends ma différence, tu me comprends. Oui. Ce jour-là, tu pourras dire, Fatou, je te respecte. Mais avant ça, pour moi, si tu me respectes pas si tu ne me connais pas. Et si tu n'acceptes pas cette différence-là que je ramène sur la table, right? C'est vraiment... et l'inclusion, c'est ça. Hein. L'inclusion, c'est où commence ton confort, où s'arrête ton confort et où commence le confort de l'autre. Donc, c'est parce que tu as la compréhension du confort de l'autre. Right? Et tu as ce respect-là de cette compréhension. Au sein de la compagnie où je travaille, je sais qu'ils développent énormément d'équipes en ce moment. Il y a vraiment toute cette discussion autour de ça. Donc, c'est vraiment, je trouve ça beau. Personnellement, je trouve ça beau. Je trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, on est loin encore là. Mais si chacun pose les bonnes questions, parce que c'est vraiment se poser les bonnes questions derrière, right? Si chacun pose les bonnes questions, je pense qu'on avance petit à petit sur le mot inclusion. Parfait, merci. Merci. Donc, je retiens à garder ton authenticité, avoir les discussions, hein, ne pas hésiter de redéfinir le terme inclusion pour bien s'arrimer et puis continuer de partager puis d'être authentique. Merci beaucoup, Fatou. Puis, moi, j'aimerais rajouter comme une dernière chose sur tout ce qu'on a dit. C'est vraiment, tu peux ne pas m'aimer, mais il faut qu'on se respecte. Oui, tout à fait. Oui. Bien dit, merci, belle conclusion. On a d'autres questions, Gédian et puis Alimou, est-ce que vous voulez aller ou on embarque? Moi, je vais lire quelques commentaires et questions avant de passer à la question de Jean. Il y a Fatoumata qui parle que Aïcha Ba, qui est une figure féminine très importante dans notre pays, dit Aïcha Ba m'a beaucoup marqué car elle m'a dit en personne, n'accepte pas d'être limitée parce que tu es mariée. Le mariage n'est pas tout. Et elle pose une question après. On m'a souvent posé la question, qu'est-ce que tu fais encore à l'école? Donc ça, c'est elle qui le dit. Je vais continuer. Elle s'épanouit, hein? Tu dis, je m'épanouis. Elle dit, Fatoumata dit, selon moi, ça n'aide pas vraiment nos filles à continuer d'abord les études et à plus faire raison dans les branches qu'ils appellent pour hommes. Donc ça, c'est le commentaire de Fatoumata. Il y a Amadou qui pose une question à Mariama. Dit Mariama, as-tu eu des mentors dans ton domaine actuel qui t'ont justement donné envie à œuvrer en informatique? As-tu eu un peu plus de femmes dans ton équipe? C'est une question pour Mariama. Je vais les passer à Rafal pour pouvoir continuer. Oui, parce que pour faire un wrap-up. Oui. Le temps file. Il y a Halima Touba qui mentionne les hommes doivent et peuvent être des alliés au combat des femmes. Il y a Christina qui a eu l'occasion de poser sa question, je ne vais pas la répéter. Il y a quelqu'un d'autre qui marque une étude. Selon une étude réalisée en 2021 par l'Institut sur la gouvernance en moyenne, les conseils d'administration des sociétés étudiées sont composés de 29% de femmes, seulement 4% de personnes issues des minorités visibles. La personne pose la question, comment faire pour changer cette réalité? Quelle est la place de la femme afro-descendante dans les CA au Canada? Quelles sont les initiatives encourageant l'inclusion et la diversité dans les CA?
c'est plusieurs questions. Hein. Oui, c'est un combo. Quelles sont les pistes de solution pour favoriser la diversité au niveau de l'accessibilité et le recrutement? Et pour finir, il dit, selon une autre étude effectuée par la presse en août 2022, nous pouvions compter uniquement 10 personnes noires sur 333 sièges. C'est le résultat de la compilation effectuée après avoir scruté les 30 plus importantes entreprises ayant leur siège social au Québec. C'est pour montrer que les minorités visibles sont vraiment très absentes au niveau des instances la représentativité, de prise de décision au Québec et au Canada. Et Halimatou Ba qui rebondit sur la question de Wouri sur le syndrome de l'imposteur. Il dit parfois le syndrome de l'imposteur empêche les femmes justement de prendre leur place et de dire je suis capable d'occuper ce poste. Ouais. C'est le commentaire de Halimatou Ba. Et je vais être certain que je n'ai pas sauté une autre question. Je pense que c'est bon. Ça a tout fait. Oui. On a fait le tour. Parfait. Donc, j'ai posé toutes les questions. Oui, merci. On va rebondir sur celle du mentor parce que ça faisait partie aussi des questions que je posais à mes panélistes. Donc, oui, on a parlé un peu des parents. Donc, on va dire dans votre parcours, qui a joué un rôle déterminant? Est-ce que vous avez eu des exemples? On peut rebondir sur celle-là pour ensuite enchaîner sur le combo là, sur les questions de l'inclusion et diversité. Donc, on pourra aller là. On a aussi une question de temps, donc on va s'assurer là de rester dans nos temps pour ne pas trop déborder, abuser de votre temps, mais la conversation est bien évidemment très intéressante. Donc, mesdames, je vais reprendre là-dessus en vous demandant, est-ce qu'il y a un modèle qui a joué un rôle déterminant dans votre parcours? Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mentors ou de parents? Je pense qu'on a beaucoup élaboré sur les parents, ça fait que si on pouvait rester concentré sur un mentor, si vous en avez eu dans votre parcours qui vous a aidé, n'hésitez pas. Allez-y, je vais commencer par Fatou, vas-y. Merci. Tu ne veux pas qu'on évoque les parents, mais… Ouais, c'est ça, je me disais la même chose. Je vais commencer. Allez-y. Je ne veux pas vous freiner dans votre élan, mais oui, si c'est les parents, vous pouvez réitérer, il n'y a vraiment pas de problème. On est là pour être authentique, mesdames. Allez-y. Non, non, c'est vrai que mes parents ont joué un rôle énorme, énorme en tant que rôle modèle. Ma mère en tant que femme africaine, femme battante, femme immigrante. Ça a été énorme. Femme musulmane aussi, la religion a été super importante aussi dans notre famille. Père en tant que ouvrier, mais qui voulait 3 fois plus pour ses enfants, qui a jamais étudié. Mes parents, aucun des deux n'ont jamais étudié, mais ils s'asseyaient avec nous pour les devoirs. Et nous, on se moquait de nous, on ne comprend pas. Ils disaient, ben si, fais tes devoirs. C'est vraiment la base. Quand on était petits, on retournait souvent en Guinée, tous les 2 ans, on allait en Guinée parce que justement, ils voulaient qu'on reste terre à terre, qu'on se rappelle d'où on vient, qu'on se rappelle de notre famille, qu'on reste autour de notre famille, vraiment que les valeurs africaines nous soient marquées en tant qu'enfants diaspora, en tant qu'enfants nés à l'extérieur. Vraiment et on allait directement au village, on restait pas, j'ai pas connu Conakry avant il y a 5 ans là, on allait directement au village et quand on revenait, on arrêtait de se plaindre qu'on n'avait rien dans le frigo, qu'on n'avait pas les vêtements de masse, qu'on n'avait pas, c'est vraiment, on revient sur le terre à terre et je pense que ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ma vie, c'est ce que j'essaie d'impliquer à mes enfants au jour d'aujourd'hui, là, les enfants, ils évoluent là, ils évoluent plus que toi. Mais j'essaie vraiment de les ramener de terre à terre, j'essaie vraiment de leur dire, donc, la base. Rappelle-toi vraiment d'où tu viens et à qui tu dois tout ce que tu as là, en termes de religion et tout. C'est vraiment ça pour moi. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et ça me marque toujours. Je sais que mon père, il m'a toujours dit, je suis un homme, mais compte jamais sur un homme. Il m'a toujours dit ça. Ça c'est resté dans ma tête. Rien contre vous, la jante masculine sur l'appel. C'est un témoignage. Hein? C'est énorme. Tu sais, un homme guinéen de toute la culture guinéenne, mais qui vient et qui te dit ça en tant que femme, c'est des choses qui m'ont marqué. Right? Ils ne voulaient pas qu'on se marie pour qu'on ait une naissance. Faites vos études, comptez sur vous. Vous avez un homme, c'est tant mieux. Et j'ai un mari fantastique, je ne dis pas le contraire. Mais derrière, le principe était là. Même en tant que femme.
Et qu'un père africain te dise ça, c'est énorme en tant que rôle modèle, c'est énorme. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très inspiré par tous les gens autour de moi. Je suis beaucoup sur LinkedIn, je ne sais pas si les gens voient. Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai remarqué, oui. Tu partages beaucoup aussi, merci à toi. Tellement de personnes inspirantes là-bas, des jeunes filles, des femmes, des hommes, parfois c'est juste des quotes qui t'inspirent, right? Et en tant que mentor, j'ai eu des mentors un peu partout. Parce qu'en fait, j'ouvre ma bouche et oh, j'aime bien ton style, j'aime bien, oui, apprendre de toi. Est-ce que je peux apprendre de toi? Et du coup, c'est comme ça que je bulle des relations et que j'ai des mentors dans beaucoup, dans différents levels. À CMHC, actuellement, j'ai au moins 5 mentors. C'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai un coach aussi qui sont formidables aussi. On a un système de coach dans la compagnie où je travaille. À l'interne, oui, ok, c'est très bien ça. Gratuitement, mais qui te permet d'évoluer en tant que personne et vraiment en tant que personne au travail, mais aussi en tant que personne dans ta vie. Oui, tout à fait. Et ça, c'est énorme. Donc, je pense que, non, je suis inspirée par les gens qui sont très terre à terre aussi. J'aime beaucoup ça. Les gens qui cherchent à redonner à la société. Vraiment, je suis côté là où tu redonnes, tu sais, parce que tu sais que tu t'es pas fait tout seul, right? Et donc, tu redonnes derrière. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce beau partage, Fatou. Mariama, on t'écoute. Vraiment, merci Fatou. Elle a cité vraiment beaucoup de points très intéressants. Pour ma part, oui, ça serait difficile de parler de modèle sans parler de mes parents. C'est impossible. C'est génial. Oui, c'est bon. Mon père, number one. Si tu me demandes c'est quoi ton rôle modèle à une fille à son papa, la réponse est évidente. Mon père est mon premier rôle modèle vraiment pour son parcours, pour on va dire sa détermination et sa rigueur. Sa rigueur, c'est ça, sa rigueur, le mot me manquait. Sa rigueur, mais aussi sa croyance ferme, à l'éducation et au pouvoir en fait de l'éducation d'affranchir toute personne. Donc, je pense que lui aussi, il a tenu ça un petit peu de son parcours parce que mon père est issu d'une famille très pauvre. Et c'est l'éducation qui a été en fait son tremplin. C'est vraiment ce qui l'a aidé en fait à se sortir de cet état de fait et de devenir un pilier pour sa famille. Donc, pour lui, il n'était pas question que tu viennes le faire comprendre que c'est bon, si je ne suis pas bonne à l'école, je peux faire un autre métier. Pour lui, c'était d'abord l'école avant toute autre chose. D'abord, l'école était super rigoureux, mais au-delà de ça, en fait, il te donnait le choix. C'était pas un papa qui te disait non, il faut que tu ailles là, c'est forcément ça. Il te laissait le choix. Il était ouvert, vraiment sur le côté éducation, rien à dire, il était ouvert. Et puis, il était souvent celui qui me disait ma fille, ton premier mari, c'est ton travail. Toujours. Je sais que c'est une phrase qui est super courante en Guinée, mais mon père, en fait, il avait cette routine-là de nous faire asseoir par moment, une fois par mois, et puis avoir ces discussions avec ses enfants. Surtout les filles, en fait, parce que je ne sais pas d'où est-ce qu'il a appris ça, mais pour lui, son investissement au niveau de ses filles était vraiment beaucoup primordial, plus primordial. Il voulait absolument qu'on soit fiers de ce qu'on est, de surtout pas se sentir femme quand il s'agit d'éducation, tu vois, en fait, de métier, enfin, tout ce qui entoure ça. Il ne voulait pas qu'on se sente femme. Il veut que pas se mettre des limites. Il ne faut pas se mettre des limites. Il faut d'abord avoir, c'est-à-dire apprendre comme tout le monde, on va dire être confiant dans ce que tu apprends et justement, être parmi les meilleurs. Lui, c'était ça, sa philosophie. Donc, mon père m'a beaucoup inspirée. Et la deuxième personne, c'est maman. Maman pour sa résilience, maman pour sa générosité infinie. Sa résilience, je pense que j'ai pris un peu de ses gènes. Par contre, générosité, puis machin, je ne sais pas trop, j'y travaille un peu plus. J'espère arriver un petit peu à sa cheville un jour, j'espère. Maman, j'y travaille, je sais que c'est bien loin là devant moi. Fait que c'est ça, donc c'est les côtés que je travaille. Et puis, au-delà de ces deux personnes vraiment importantes dans ma vie, j'ai eu des personnes, enfin, je vais d'abord finir par citer mes rôles modèles. Je vais citer Oprah Winfrey. J'adore Oprah, en fait, justement, très authentique. Et puis, cette capacité de storyteller qui est inégalée nulle part. J'aimerais, en fait, justement, pouvoir raconter des choses comme elle le fait.
C'est vraiment inspirant. Puis la quatrième personne, Michelle Obama. Oui, quand tu as dit Oprah, j'ai fait le lien. Direct, right? C'est ça. Michelle Obama m'inspire beaucoup pour son empathie, pour son élégance, pour cette facilité qu'elle a d'aborder des sujets de façon terre à terre et compréhensible. Et d'être elle-même, hein, d'être tellement elle-même à son naturel, oui. C'est une force. Exactement. Pour une techie comme moi, je pense que ça serait pas mal d'avoir cette qualité-là aussi en plus. C'est bon, merci. Écoute, des beaux mentors, hein? C'est ça. Au-delà de tout ça, en fait, comme Fatou, là, vraiment, j'apprends de tout le monde. J'apprends beaucoup de mes enfants, par exemple. J'apprends beaucoup de... Je trouve que c'est des sources, on va dire, d'informations qui ne tarissent jamais, en fait. C'est vrai. Je vais vous raconter une dernière histoire, puisque j'adore raconter des histoires. La semaine, pas plus tard que la semaine passée, j'étais avec ma fille dans la voiture, on partait chercher sa petite sœur. Et puis, on avait la discussion, pour faire le karaté. J'étais comme, est-ce que tu veux que je t'inscrive au karaté et tout ça? Puis elle me fait, mais maman, non, moi, je ne peux pas faire ça. Je lui dis, mais non, comment ça, tu ne peux pas? Tu peux tout faire. Tu sais que tu es extraordinaire. Elle me dit, non, maman, je ne veux pas être extraordinaire parce que tout ce qui est extra est mauvais. Sur le coup, j'ai eu un petit doute. J'étais comme, est-ce que c'est moi? Parce qu'on est dans l'excès. Est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise définition d'extraordinaire? Sur le coup, je me suis tue. Je n'ai pas rajouté un seul mot. J'ai attendu de revenir à la maison, de me tourner vers Google, papa Google, et puis de regarder la définition d'extraordinaire. Puis heureusement, j'avais raison. J'étais comme, OK, ouf de soulagement. On a repris la discussion, elle et moi, et puis je lui ai expliqué un petit peu le contexte du mot. Mais sinon, c'est ça. On apprend. Il suffit juste, en fait, d'être réceptif et surtout d'avoir conscience de son ignorance. Quelle que soit ton expertise dans un domaine, right? Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres que tu ne connais pas. Même ce domaine-ci, là, je veux dire, il arrive à un moment donné qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent, que tu es obligé de te mettre à jour. En fait, on est ignorant en permanence. Tu ne peux pas, en fait, dire avec une certitude que tu es expert dans tout. Ce n'est pas possible. Donc, il y a toujours un domaine sur lequel il faut travailler, toujours un petit truc qu'il faut arranger, toujours des choses qu'il faut apprendre des autres. Donc, il faut être ouvert d'esprit. Il faut savoir que, en fait, tu peux vraiment apprendre de tout le monde. Il faut avoir cette humilité-là, cette présence d'esprit-là, de se dire que, écoute, je suis humain, fait que, je n'ai pas la connaissance illimitée des choses. Les personnes peuvent m'apprendre des choses que je ne connais pas. Merci. Mais écoutez, merci pour ces beaux partages et on comprend bien le message. Nos premiers mentors sont nos parents, bien évidemment. Donc, c'est un beau message qu'on lance aux parents. Merci pour tous de toujours nous supporter comme ça. Et ensuite, notre parcours des personnes qui nous inspirent, bien évidemment, font partie de nos modèles un peu, puis de l'ouverture dans tout ce qu'on fait, de l'humilité d'être prêt à toujours continuer à apprendre. C'est ce que je retiens en résumé de cette belle question. Écoutez, juste pour la gestion du temps, c'est très intéressant. On a vraiment deux panélistes extraordinaires. Donc, tu te rappelles, je t'avais dit 1 heure. Oui, c'est ça, mais c'est un sujet passionnant. Donc, je vais faire une petite recommandation pour la question d'inclusion parce qu'on en a quand même parlé. Peut-être qu'à la fin, prenez du temps, mesdames panélistes, d'écrire les réponses. Ça va aider et par respect pour la personne, bien évidemment, qui a posé la question parce que je veux quand même aller dans l'impact de l'éducation africaine. C'est important qu'on en parle avant de clore ce panel. Et bien évidemment, j'ai encore une main levée. Donc, on va peut-être prendre 2 questions pour finir. Alimo, Alpha, si ça vous convient. Et par la suite, faire un wrap-up parce qu'on veut quand même donner le mot de la fin à nos panélistes et à vous aussi en tant que réseau Ali. Le mot de la fin, je veux prendre le temps de vous redonner la parole pour terminer cette belle séance, cette belle rencontre. Donc, si tout le monde est à l'aise avec ça, on va peut-être poursuivre les autres questions écrites par écrit. Vous allez pouvoir répondre à la fin de l'événement. Je vais me permettre d'embarquer sur la question de l'éducation africaine, donc l'impact que cette éducation a eu sur votre parcours. Et ensuite, j'ai une main levée. Je peux écouter la question. On va embarquer sur la main levée aussi. C'est bon? Est-ce que ça convient à tous? Oui. On peut aller comme ça. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, je vais vous poser la question. Quel a été l'impact de l'éducation africaine sur votre parcours, mesdames? Fatou, vas-y. OK. C'est bon. Je vais te laisser te reposer, Mariama. C'est parce que tu as fini, c'est que je te laisse respirer un peu. C'est bon. Mais tu as juste une main levée, là. Je ne sais pas si c'est en rapport.
Oui, non, c'est vraiment une main levée. On peut prendre la question. La personne peut poser sa question. Après cette question sur l'impact de l'éducation africaine, on va pouvoir répondre à la dernière question. Donc, dans le fond, ça va être notre dernière question avant de clore notre rencontre. C'est que oui, vous pouvez poser la question et puis on va la mettre dans notre parking pour deuxième question. Oui, fait que je pense que c'est moi qui ai posé la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Fait que ma question, je pense que c'est un peu en lien avec l'inclusion, là, ce dont vous allez aborder, fait que ça tombe bien. Moi, j'avais une question vraiment pas en rapport avec femmes en sciences, mais plus comment est-ce qu'on éduque nos enfants ici en tant qu'Africains, sachant qu'ils vivent la différence à l'école. Ben, je commence à me rendre de plus en plus compte avec mes enfants qui grandissent. Fait que ça, c'est quelque chose. Surtout, j'avais une question pour Fatou qui a grandi en France. Puis, tu sais, j'adore Fatou. On a un peu le même parcours. Puis, elle est un peu un modèle pour moi. Bref, fait que je voulais savoir, Fatou, particulièrement, comment tu as vécu ton enfance en France, tu sais, en étant une femme musulmane, une femme noire, puis qui a grandi en France, dans ces écoles-là. Est-ce que tu as eu des problèmes à l'école? Est-ce qu'on te ramenait toujours à ta différence? Et comment tu as pu surmonter ça? Et comment tu as pu garder ton authenticité africaine et évoluer dans ce contexte? Merci. Merci pour la question. Donc, je pense que vous pourrez comme faire un combo avec l'impact de l'éducation parce que je pense que ça rentre bien aussi dans la suite des choses, comment on tient dans un milieu occidental et puis qu'on garde ses valeurs, qu'on reste nous-mêmes et puis qu'on est capable de projeter cette même image à nos enfants. Donc, Fatou, vas-y, tu peux faire un combo facilement avec ça. Je peux. Merci beaucoup pour la question. C'est une belle question et c'est une question d'actualité. Hein. C'est vraiment une question, même moi qui ai grandi en France, je me pose cette question-là pour mes enfants qui grandissent au Canada. Parce que c'est aussi une culture différente. Right? J'ai de la culture tout à fait. La culture canadienne est complètement différente. Il y a le choc des cultures. Donc, même à ce niveau-là, c'est une question qui, je pense que sera perpétuelle. Là, pour les enfants de la diaspora, c'est toujours quelque chose. Éducation africaine sur votre parcours. Ça, c'est une question un peu piège pour moi, j'ai trouvé, parce que j'ai eu une éducation africaine, j'ai eu une éducation religieuse, j'ai eu une éducation française, j'ai eu une éducation juste de combattante, là, avec ma mère qui ne laissait rien passer derrière. Je pense que l'éducation africaine m'a beaucoup aidée à être persévérante. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a ramené derrière le côté respect, le côté famille, le côté religieux, le côté croire en quelque chose et ne pas oublier le terre à terre, comme je disais tout à l'heure, ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier ses racines, ne pas être trop... avoir le mélange des cultures, et j'ai vraiment un gros mélange de cultures, ce que je ne pensais pas étant enfant, parce que étant enfant, j'étais contre la culture de mes parents et j'étais contre la culture. Donc, j'étais vraiment au milieu à me dire, OK, mais je suis personne, je suis citoyen du monde, c'est compliqué de vivre ça quand tu es enfant, parce que tu ne sais pas d'où tu viens. En France, on te dit, rentre chez toi, et en Guinée, on te dit, rentre chez toi. C'est ça. La petite blanche, là, la petite ninja, là. Vraiment ce choc de culture, et en gros, et ça, je pense que ça vient de tous les enfants de la diaspora, on a créé notre propre culture, qui est un mélange de toutes ces cultures. Donc, pour les bonnes choses de culture. Exactement. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris dans ma culture africaine, dans ma culture Peul, j'ai vraiment pris les bonnes choses. Ce que je trouvais juste, ce que je trouvais pas juste, je l'ai enlevé et je suis contre ça jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis contre tout ça. Dans la culture française, c'est la même chose. J'ai vraiment pris, j'ai essayé de prendre les bonnes choses. Une chose que ma mère faisait énormément quand on était enfant, c'est qu'elle ne nous identifiait pas en tant qu'Africains. Elle nous identifiait en tant que musulmans. Après, tu avais le côté africain, tu avais le côté français, tu avais tout le côté là, mais c'était notre identité religieuse qui était la plus importante. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui se passaient dans la communauté africaine où on n'allait pas. Dans la communauté guinéenne, on n'allait pas forcément parce que ça allait contre les principes, contre les valeurs de ma mère. Même au niveau des amis blancs, entre guillemets, français blancs, j'en avais pas. C'était vraiment quelque chose. J'en avais une fois je me souviendrai de ça toute ma vie. Elle m'a demandé d'aller dormir chez elle. Et ma mère, et du coup, j'ai piégé ma mère parce que je savais qu'elle allait dire non. Donc, devant tous les parents, tu sais, devant tous les parents, donc elle ne pouvait pas dire non. Donc, je suis allée, j'ai dormi, elle m'a dit, OK, tu es allée, tu as vu. J'ai dit oui. Elle dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et j'ai expliqué ce que j'ai vu. Elle dit, OK, que ce soit ta dernière. Donc, elle était vraiment très radicale. Elle dit, c'est pas la même chose. Elle ne voulait pas que je sois influencée par
la culture, oui. Trop occidentalisée, oui, comme on le dit. Pour justement ne pas trop me révolter derrière sur ma culture religieuse. Et te perdre, hein, dans le fond, elle voulait te perdre. Elle était vraiment strong et strict dans ça. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que du coup, quand je suis arrivée dans le monde du travail, je ne savais pas me comporter avec les personnes occidentales, les personnes blanches. Je ne savais pas. Donc, du coup, ça clashait. Parce que du coup, avec ma personnalité, avec ma gestuelle, des choses comme ça, clashait. Donc, je n'étais pas forcément diplomatique. Il y a plein de choses qui clashaient. Mais quand on a immigré avec mon mari au Canada, ça a été un choc de culture pour nous. Parce qu'on est arrivé avec notre mentalité française. Directe et critique et dans une culture complètement différente au Canada qui est très dans la positivité. Le support de collaboration, c'est ça. Très dans tout ça. Et du coup, nous, ça a été un choc à la base. Donc, le temps qu'on a réussi à s'adapter, qu'on a réussi à comprendre les avantages de la culture canadienne et de la complémentarité avec notre culture africaine et notre culture française. Ça nous permet de nous adapter plus facilement. Et puis pour les enfants, je pense pour les enfants, en tant que parents, il faut rester authentique. Il faut rappeler à tes enfants d'où ils viennent. Il y a beaucoup de parents immigrants qui font cette erreur-là de dire non, tu dois complètement t'intégrer. Mais le problème, c'est qu'on va toujours leur rappeler, toujours, n'importe où tu viens pas ici. Même au Canada, désolé, moi je ne peux pas, franchement, j'arrive au Canada, j'ai décidé de venir au Canada pour ça. J'ai dit, je veux que mes enfants se sentent canadiens en premier. Et quand mes enfants ont commencé à aller à l'école et qu'ils ont commencé à entendre des mots de... C'est à 6 ans qu'elle a découvert qu'elle était noire. Elle a dit, maman, mais je ne suis pas noire, moi je suis brune. Oui, c'est ça. On a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Oh my God, c'est comme en France. Donc du coup, j'ai dû me réadapter à dire, OK. Oui, ajusté. Exactement, j'ai dû me réajuster parce que j'avais le monde canadien, pour moi, ça n'existait pas ici. Alors qu'en fait, ça existait et du coup, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, OK, il y a le systémique derrière. C'est très, très subtil, mais ça existe. Et du coup, apprendre à tes enfants d'où ils viennent, pour qu'ils n'oublient pas leurs valeurs et réussir à trouver cette balance-là, je pense que c'est ça la clé en tant que la diaspora. C'est vraiment... et puis, leur laisser être eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, je me rappelle quand j'étais petite, on critiquait beaucoup quand je parlais notre langue. C'est des gens qui se moquent et tout et tout. Et quand j'étais petite, je ne supportais pas ça. Mais au jour d'aujourd'hui, tu te moques de ma langue. Je dis, c'est pas grave. Moi aussi, je me moquais de toi quand tu parlais français. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'adapter et être ouvert et laisser ton enfant être ouvert d'esprit. Donc, mes parents, ils n'ont vraiment pas focus sur notre culture africaine, mais sur la culture en tant qu'être humain, en tant que la beauté des enfants de la diaspora, c'est qu'ils sont multiculturels. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est une richesse. Oui. Tous vos enfants auront ça, c'est une vraie richesse. Et tant que la société s'en rend compte, c'est là où c'est un gros avantage. Oui, tout à fait. Ils peuvent le tourner à leur avantage. Merci. Ça peut être un siècle. Oui, tout à fait. On peut en débattre. Ça pourrait être pour un prochain panel aussi, Wally. On peut cibler tout ce qu'on vit comme Africains en Occident. Ça serait un beau sujet de conversation. Merci, Fatou. Merci encore pour ton authenticité. Mariama, à toi la balle. Oui, j'aimerais bien rebondir sur ce que Fatou a dit. Ça fait tellement de sens, tout ce qu'elle vient d'énumérer. Et le dernier point, c'était vraiment ce brassage de culture qui reste une source infinie de richesse. J'approuve carrément cette affirmation. Je pense que c'est une chance pour nos enfants, peut-être une chance que nous, on n'a pas eue, qui si c'est bien exploité, ça peut vraiment bien les servir. Donc, nous, on est venus, moi, par exemple, personnellement, je suis née en Guinée, j'ai quitté quand j'avais 18 ans, partout où je suis passée. On ne me considérait ni guinéenne, ni africaine, en fait, ni blanc. J'étais entre les deux, je ne sais pas. Les gens avaient toujours cette impression que je viens des îles, de whatever, mais tout sauf guinéenne. Fait qu'il y avait toujours cette interprétation. Ambiguïté, oui, hein, c'est ça. Ambiguïté, en effet, là, qui était comme bizarre pour moi. Et puis, il fallait toujours que je dise, je viens de la Guinée. Puis là, c'est comme une autre couche que tu viens rajouter aux gens parce qu'ils ne savent pas c'est où la Guinée. Enfin, bref. Je pense que c'est ça. Nous qui sommes venus de l'étrange, enfin, de nos pays, de notre pays, la Guinée, puis qui avons débarqué à l'Occident,
disons que c'est malheureusement, on va dire, c'est des expériences, qu'on a tous eues là, où voilà, quelque part, tu ne te sens pas forcément chez toi. Donc, je pense que justement que nos enfants soient nés ici, qu'ils aient été exposés à la culture étrangère, cela va les aider. Effectivement, tout en n'oubliant pas de leur rappeler d'où est-ce qu'ils viennent, ça reste primordial, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, c'est ça, c'est le combat, disons, que l'on a tous les jours, là, justement, de rappeler à nos enfants d'où est-ce qu'ils viennent, les valeurs d'être africaine à la base et tout ce que ça inclut comme chose, on va dire, qu'on peut retenir, justement. Donc, l'éducation africaine, pour moi, ça a ses avantages et ses travers, comme toute autre éducation, en effet. Donc, ça nous apprend à avoir les pieds sur terre. Donc, justement, en gardant la tête haute, où que tu sois, justement, par tout ce que tu as appris dans le passé, on va dire le respect des gens, la valeur des choses, même matérielles ou immatérielles, c'est-à-dire le plus petit truc doit avoir de la valeur à tes yeux. La solidarité, l'entraide, pour moi, qui sont comme des éléments super intéressants que je peux retenir vraiment de l'éducation africaine que j'aimerais transmettre à mes enfants. Donc, c'est vraiment des choses qui, pour moi, qu'on doit absolument et jalousement garder, parce que nos enfants qui sont nés ici, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ben, ils seront toujours identifiés à leurs origines. Voilà. Tout à fait. Ils parlent canadien, qui parlent avec l'accent parfait français. Je suis désolée, ne serait-ce que par leur couleur de peau, tout de suite, ils vont être identifiés comme étant des étrangers. Donc, moi, je suis heureuse aujourd'hui, vraiment, parce qu'au début, avec ma plus grande fille qui a 9 ans, quand je disais « t'es guinéenne », elle était comme « non, moi, je suis canadienne. Pourquoi guinéenne ?» Puis là, aujourd'hui, c'est elle. Quand je lui dis « ah, c'est toi la canadienne », elle fait « non, moi, je suis guinéenne ». Fait que, tu vois, je pense que mon influence a eu quand même un peu d'impact. Oui, l'impact est là, oui. C'est ça, je trouve que c'est vraiment, je trouve ça vraiment beau. Puis, c'est ça, le fait qu'elle parte en Guinée, qu'elle vive vraiment des choses différentes, pas forcément merveilleuses, mais différentes, en fait. Justement, donc, ça vient l'enrichir. Quand elle y va, elle n'a plus envie de revenir. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille. La première fois, elle ne voulait pas. Deuxième fois, elle commence à aimer. Puis là, je dis, OK, donc c'est vraiment, justement, en l'exposant, en l'amenant souvent, qu'elle va vraiment finir par avoir l'amour. Faire les liens aussi, oui. C'est ça, faire les liens avec les grands-parents, les tatas, les oncles qui les gâtent. Ben, quand ils vont là-bas, ils sont aux anges. Fait que, tu sais, tout de suite, ça crée l'attachement. Ben, ils savent d'où est-ce qu'ils viennent. Ça vient les chercher. Fait que, tu vois, moi, aujourd'hui, quand je dis à ma fille, est-ce que tu veux aller vivre en Guinée? Ben, elle est contente. Elle me dit, mais oui, pourquoi pas? J'aime bien. Fait que, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on continue à transmettre à nos enfants, où qu'ils soient nés. Puis, quel que soit, tu sais, l'éducation qu'on leur donne ici, tout est beau. Tout est, je veux dire, dans toute chose, il y a quelque chose de bon à prendre. Ça, il faut le prendre. C'est le brassage de tout ça qui fait que ben, ça va devenir intéressant. Justement, il ne faut pas... Ben, les mauvais côtés, je ne dirais pas les mauvais côtés, on va dire les côtés peut-être un peu plus... qui nous parlent moins, qui nous parlent moins aussi. Qui nous parlent moins, là, ben, justement, qui laissent ça de côté, qui prennent les meilleurs de chacune des deux éducations, que ce soit de notre côté ou d'ici. Il y a des mauvais partout, il faut faire la part des choses, il faut prendre le bon. C'est ce qui fait de nous, qui fera de nous des meilleures personnes. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la transparence. Merci pour le partage. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de cette belle discussion, de ce beau débat. 1h30 et plus sont passées. Je vais, si vous permettez, clore la séance. Merci à nos deux panélistes pour votre authenticité, pour votre transparence, pour ces beaux partages, pour ces beaux moments où vous avez été vous-même. Je retiens de ça qu'on célèbre l'humain aujourd'hui à travers toutes les expériences et le partage qu'on a fait. On a laissé la femme de côté, on a laissé la science, on s'est retrouvés en tant qu'humains et pendant 1h30, on a eu un échange à un niveau impeccable. C'est excellent, c'est extraordinaire. Vous découvrir, pour moi, je suis nouvelle, je vous
vous ai découvert à travers l'événement que j'allais modérer. C'était un privilège pour moi de rencontrer 2 femmes extraordinaires comme vous. N'hésitez pas de continuer à partager cette science qu'on connaît si peu auprès de la femme, mais aussi de partager l'humain en vous que vous êtes et puis que vous représentez si bien. Donc, je vous dirais merci. Je dis merci aussi à notre public qui s'est branché en ce dimanche après-midi. On sait tous que dans la réalité canadienne, on est dans des activités, on est dans les courses. Vous avez pris soin de vous connecter aujourd'hui avec nous. Donc, merci. Merci parce que vous avez rendu cet échange encore plus riche de par vos questions, de par vos interventions, de par votre partage. Ça fait que je tiens du fond de mon cœur, là, au nom de toute l'équipe, à vous dire merci, merci, merci. Et vraiment, je vous redonne la parole, mesdames, pour le mot de la fin, et par la suite, Wally, Alpha et Alimou, vous pourrez clore la séance. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Fatou. Merci à toi, Amma, pardon. Vraiment, je veux dire, ça a été un échange très riche en partage, très riche en émotions. Et ben, merci surtout aussi à toi là, pour vraiment avoir tenu, jouer ce rôle de modératrice là, avec brio. Donc, moi, je suis très heureuse et je suis très heureuse en fait d'avoir fait votre connaissance, toi et Fatou, puis j'espère que les liens vont être là. Surtout, merci aussi à Wally pour avoir permis cette discussion. C'est une très belle initiative. Honnêtement, j'espère que je vais m'investir un peu plus dans Wally. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça nous a tous donné le goût. C'est bon, Wally nous a donné le goût, en effet. C'est ça. Vendu, Wally, vendu. C'est ça, vendu, c'est ça. Je serai votre advocate, là, partout où je passerai. Ambassadrice, là, vous en avez 3 d'office, là, sans compter le public qui s'est branché, bien évidemment. Effectivement, donc c'est vraiment des beaux moments passés. Et puis pour le mot de la fin, comme on parle de femmes et de science, moi j'aimerais vraiment laisser comme un message aux jeunes filles de s'investir dans ces métiers. C'est des métiers d'avenir, c'est des métiers du présent. Tu fais informatique, tu fais science, c'est sûr que tu ne chômes pas, en tout cas pour l'instant. Oui. Donc, n'hésitez pas à y aller que d'aller dans d'autres métiers où il y a déjà un pléthore de personnes, par exemple en Guinée, quand je prends l'exemple sur la Guinée. Pourquoi ne pas faire la différence, aller vers justement ces métiers-là où il y a le moins de personnes, où vous avez plus de chances justement d'avoir un emploi à la sortie des études. Donc, puis, c'est des métiers super enrichissants. Fait qu'il ne faut pas forcément voir, oui, c'est masculin, il y a plus d'hommes, mais les hommes, je veux dire, la majorité sont bienveillants. La majorité sont bienveillants. Il ne faut pas voir ça comme étant un frein. Donc, moi, partout où je suis passée, oui, il y a eu des esprits belliqueux, comme je le disais avant, mais la majorité étaient vraiment des personnes bienveillantes qui partageaient vraiment beaucoup de choses avec toi, avec qui tu gardais des contacts, même après le mandat ou la mission. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant, un frein. Au contraire, il faut y aller, il y a de quoi faire. Merci. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Mariama. Merci. Fatou? Merci. Une fois de plus, Mariama a pris mes... Check done. Mais c'est correct. Désolée, Fatou. Non, t'inquiète pas. J'aime beaucoup t'entendre parler, donc c'est correct. Merci à tous. C'est vrai que ça a été, c'est passé assez vite. Très vite, hein? Ouais, départ, là, je ne sais pas si on me voyait, mais je faisais comme ça au départ. Mais maintenant, je me sens bien. On peut continuer encore des heures et des heures. I'm good. Mais non, c'est une très belle opportunité. Je pense que ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai commencé à partager l'invitation sur les réseaux, les gens disent « Oh, félicitations, félicitations !» Et en fait, moi, je ne l'avais pas vu comme ça à la base. Je l'avais vu « Oh, c'est une occasion d'échanger, d'inspirer, que les gens aussi vont être inspirés derrière, etc. » Tout à fait. C'est vrai que je comprends simplement, je comprends visibilité qui a été faite d'être choisi pour parler de tous ces sujets qui sont chers, très, très chers à mon cœur. Là. Donc ça, vraiment, je remercie énormément pour tout ça. Et je remercie, c'est vrai que ça a été très dynamique avec les questions. On a eu de très, très belles questions. On a eu de très, très belles réflexions autour de tout ça. Et ça, je trouve que c'est énorme. C'est dans un panel de pouvoir avoir ce dynamisme-là. Et je trouve ça vraiment génial. Donc, anytime, je suis là. Hein. Vous voulez reparler là? I'm here. Pour le mot de la fin, je voulais aussi parler aux jeunes filles guinéennes, aux jeunes filles en règle générale, aux femmes en règle générale. C'est vrai que je suis en sciences, mais j'aurais pu être en psychologie, j'aurais pu être dans n'importe quel domaine. Je pense que en tant que femme, ce qui est important, c'est de connaître ses valeurs, c'est de connaître, c'est poser des questions et
de ne pas se limiter. Et je pense que c'est un gros avantage qu'on a au Canada. C'est cette façon, cet esprit qu'on développe en tant que Canadien de développer une ouverture aux possibilités. Like, everything is possible. Like, c'est vraiment une philosophie au Canada et une mentalité au Canada qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Là, en France, on est beaucoup plus fermé et limité. On se limite. On se met des barrières, des murs. Right? Et je pense que ça, c'est un gros avantage qu'on a ici et qu'il faut pouvoir utiliser cet avantage là où on est dans le monde. Je pense que vraiment, les gens regardent mon parcours et disent « Oh my God, t'as fait ci, ça. » Mais le lien entre tout ça, c'est parce que j'ai osé. Oui. Et c'est parce que je me suis entourée des bonnes personnes. Like, je remercie Dieu tous les jours pour ça. Là, j'ai eu les bons parents, j'ai eu le bon mari, j'ai eu les bons amis autour de moi qui m'ont toujours inspiré vers le haut, qui m'ont jamais dit « Tu ne peux pas faire. » Non. Oui. Vraiment, les gens qui te disent tu ne peux pas faire, oublie-les. Sors-les de ta vie, vraiment, mets-les à côté. Si c'est la famille, tu ne peux pas les sortir de ta vie, là, mais limite-les le plus possible. Va avec les gens qui vont dire yes, you can do it. Like, c'est vraiment ça. C'est ce qui va te permettre de faire tout ce que tu veux dans ta vie, je pense, personnellement. Là, il ne faut pas te limiter. En tant que mère, il faut pouvoir donner l'exemple. On parlait d'éducation tout à l'heure. Notre génération doit pouvoir éduquer nos enfants différemment. C'est un exemple. Je pense que ça, c'est la clé de n'importe quelle société qui réussit. C'est vraiment l'éducation et ce qu'on va mettre sur les enfants plus tard. Et le dernier mot de la fin, c'est quoi? Ben, c'est ça, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Fatou. Merci, Alimou, Alpha. Je vous redonne la balle pour le mot de la fin en tant que membre et coordinateur du réseau Wally. Ouais, merci, moi. Bah, merci tout le monde et merci à nos chers panélistes. On vient de passer, je pense, presque 2 heures, qui était prévu pour 1 heure. Ça a été très dynamique. C'est vraiment un événement de qualité. On ne s'est pas trompé sur le titre finalement. Vous êtes vraiment des femmes inspirantes. Alors, merci de nous avoir autorisé en quelque sorte là de partager un morceau de votre vie parce que ça allait au-delà de parler du professionnel. Merci de la confiance. Et moi, je pense que là, on t'a là. À partir de maintenant, là, nos événements, c'est toi la modératrice. Alors, oui, clairement. Ouais, vraiment. Alors, on remercie, on ne terminera jamais de remercier. Et moi, a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Moi, je mets toujours l'accent là-dessus. Wally, c'est ça, en fait. Tu as dit que tu as découvert, en fait, les panélistes, finalement. Et c'est l'objectif, tout simplement, de Wally. C'est qu'on se découvre, qu'on essaie de faire quelque chose ensemble. Alors, n'hésitez pas, venez, on a besoin de vous, les uns des autres. Et que dire de plus à part merci. Et franchement, ça a été un bel événement, un très beau événement. Oui. Yang, et puis oui, rapidement, avant de passer la parole au président du conseil d'administration, je voudrais remercier les 2 panélistes, Ma qui a voulu très bien modérer cette rencontre de qualité, mais cet événement n'aurait pas réussi sans l'apport d'une personne en particulier, Aïssatou Thiam, qui pilote tout le volet communication. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, la qualité de travail, le professionnalisme, sa disponibilité, ça a fait toute la différence, vraiment. Merci Aïssatou, je sais que tu es en vacances, mais tu as ménagé aucun effort pour fournir ce travail de qualité-là. Merci encore. Belle publicité, un beau travail de marketing, en effet. Merci Aïssatou. Nous sommes très reconnaissants à Astou, vraiment. Là. Donc, je passe la parole, merci à tous les participants, je passe la parole au président du conseil d'administration pour nous clore la rencontre. Alimou, avant de passer la parole à Yang, s'il vous plaît, on aimerait, si possible, naturellement, que tout le monde ouvre sa caméra pour une photo avant qu'on quitte pour nos réseaux, là, tout simplement. Merci. Yang. Ok, il faut que je parle au moment où on prend la photo, c'est ça? C'est toi qui parles en même temps. Non, mais merci beaucoup. Moi, c'est un événement que j'ai beaucoup apprécié. Je peux dire que c'est parmi les meilleurs événements qu'on ait organisés depuis que Wally existe. Et puis, sincèrement, félicitations. C'est sincèrement le choix
les panélistes, la modératrice, waouh, il n'y a rien à dire. Donc, moi, je vais parler de Wally. Je vais parler de Wally. Ça fait maintenant quelques années qu'on a créé Wally, qu'on essaie de pousser. L'idée de Wally derrière, c'est essayer de s'entraider, de faire avancer nos carrières, de faire avancer nos projets. C'est qu'on puisse grandir en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, en tant que femme, en tant qu'homme. Donc, voilà, c'est ce qui est derrière. Donc, chacun a sa part à jouer, tu sais. Tu n'es pas nécessairement obligé de prendre un poste. Viens, donne un peu de ton temps. Et puis, les panélistes qui sont là, elles ne sont pas nécessairement toutes membres. Et puis, bon, voilà, on essaie de faire avancer la façon dont on réfléchit, la façon dont on progresse comme société. Donc, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et puis, voilà, c'est ça. Après, vous pouvez nous contacter à travers nos réseaux sociaux et tout. Moi, et puis sur LinkedIn, on est beaucoup présent sur LinkedIn, donc c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, je ne vais pas prendre le temps de prendre beaucoup plus de temps. Et puis, encore bravo. Et puis, c'est vraiment des femmes inspirantes. Elles sont vraiment inspirantes. Elles donnent envie de se dépasser. Même nous, les hommes qui suivons, là, on a envie d'aller après ça, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on fait. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci d'ouvrir pour 1 minute, d'ouvrir vos caméras pour qu'on prenne une photo, s'il vous plaît, pour s'il vous plaît. S'il vous plaît. Diane, tu peux nous faire une capture d'écran. Tout le monde est beau, tout le monde est souriant. Attendez, il faut que je retrouve le logiciel. Est-ce que vous êtes prêts, le maximum de personnes, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce qu'on fait cheese ou c'est pas nécessaire? Là, c'est... Va ton naturel, Mariama. On peut dire Wally, hein? Wally, Wally aussi, ça donnerait, là. C'est ça. Merci à tout le monde et puis bonne fin de semaine. Et puis, bon dimanche. Bye. Bon merci, dimanche. bye. Merci beaucoup. Ouais. Merci tout le monde. Bye bye.